Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entreprenantes et entreprenants du Sud-Ouest. Je suis Théo Robache, animateur d'événements et de médias, entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Au travers de ces rencontres, j'aime comprendre cette vibration si créatrice, si inspirante, si porteuse qui anime mes invités. Quand on la connaît, quand on s'octroie le droit de la vivre plus souvent, alors elle devient régulière et c'est là qu'on tend vers un alignement avec nos besoins. Ce podcast est un mélange de découvertes d'univers, de conseils assimilés à du développement personnel, d'inspiration, de partage d'une vision de la vie plus apaisée et positive. Alors j'espère profondément que ces témoignages pourront vous inspirer. Et pour ce 120e épisode, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Mérieux. Et quel épisode! Au-delà des rires présents en cascade, cet échange m'a permis de comprendre Nicolas et son combat, celui d'informer depuis plus de 10 ans sur l'écologie. Au travers de spectacles, de web-séries, de documentaires, de vidéos sur YouTube, et à partir de mai 2024, d'un jardin-forêt installé à Josse, Nicolas se rend utile avec ce qu'il sait faire de mieux, partager, informer et cultiver. Son parcours, il l'a construit au fil des années avec cette envie ancrée dans les tripes d'être comédien, une envie qui l'a mené sur des scènes, à dormir dans la rue, à la télé, à partager sur YouTube à ses 200 000 abonnés et aujourd'hui à devenir agriculteur. On parle de ses galères, de ses réussites, de sa boulimie de travail, de forêt de permaculture, d'humour et de beauté de la vie. Un épisode qui fait beaucoup de bien grâce à l'authenticité du personnage, ses partages inspirants et son envie de faire de demain un monde meilleur. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Magnifique. C'est parti, hop là. Salut Nicolas. Comment ça va? Ma foi, très bien et toi? Bah écoute, pas mal. On est bien là? On n'est pas dégueu. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est? On se trouve en plein milieu d'une forêt à 20-25 minutes de la porte de chez moi. Yes, exactement, à pied. Oui, 20-25 minutes à pied évidemment, oui. Merci de me recevoir dans ton bureau parfois. C'est mon bureau d'automne-printemps, ouais, j'aime bien venir travailler là en forêt, au calme. Ouais. Pendant les périodes douces. Avec une vue sur l'océan d'un côté. Moins l'été d'ailleurs, je vois moins l'été et tu viens de comprendre pourquoi. C'est parce que l'été, il y a des promeneurs dans les bois. Exactement. Hein, là, il y a un groupe de VTTistes qui vient de passer juste à côté. Mais voilà, donc du coup, je viens beaucoup travailler ici, printemps-automne. Ouais. Je te comprends. Nicolas, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bah écoute, je m'appelle Nicolas Mérieux. Je suis stand-upper, youtubeur, présentateur télé, paysan et j'ai la particularité d'avoir fait toute ma carrière en parlant d'écologie. Ouais, très bien. On va revenir sur tout ça évidemment. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit? Je voulais être comédien. Déjà? Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené vers ça? Alors là, si on rentre tout de suite dans mon intimité, je dirais parce que j'ai manqué de reconnaissance petit, manqué d'amour d'un père, et j'avais besoin d'amour, et comme je ne l'ai pas trouvé dans les yeux de mon père, je suis allé le chercher dans les yeux des autres. Intéressant. C'est parti, habituellement ça arrive plus tard, mais on rentre voilà, dans le vif du sujet. Écoute, tu me poses la question, moi je te réponds. Merci de ton honnêteté, c'est parfait. Ok, d'accord. Et donc tu es toujours comédien. Exactement. Okay. Non, bah, on verra sur quoi on va, c'est très bien, j'adore. Alors pour le coup, les premières études que tu as faites, si je ne m'abuse, c'est pas du tout là-dedans. Non. Et alors, est-ce que tu as toujours gardé quand même en tête cette idée d'être comédien? Genre le collège, lycée, tout ça, tu te dis je vais vers ça, ou au final tu as mis ça de côté? Parce qu'on peut-être on t'a demandé de le mettre de côté. On m'a toujours demandé enfin, on m'a pas demandé, on m'a dit non, tu ne feras pas ça. Ouais, c'est pas une demande. Ouais. Non, c'est pas une demande. On était contre le fait que je fasse ça. Et mes parents étant sortis de milieu populaire par les études, de médecine pour ma mère et de kiné pour mon père, ils connaissaient que ça. Et donc ils m'ont demandé de faire la même chose qu'eux. Ce que tu as fait au départ? Ce que j'ai fait au départ, jusqu'à ce que je me dise, mais en fait non, je n'ai qu'une vie, je dois vivre pour moi et pas pour mes parents. Ouais. Alors justement, ce moment de déclic, j'ai envie de dire, est-ce que c'est toi qui l'as eu directement ou comment ça s'est passé en fait? En fait, l'histoire est assez rigolote. Le frère de ma mère est un artiste contemporain, il s'appelle Philippe Paregno. On le salue. On l'embrasse, oui. Et depuis que je suis petit, je ne l'ai pas croisé beaucoup de fois dans ma vie, ce gars-là, parce qu'il parcourt le monde en permanence. Et donc, du coup, n'a pas beaucoup fait partie de ma vie, mais toutes les fois où il a fait partie de ma vie, en fait, ce sont des moments très privilégiés parce que c'est un mec qui réfléchit énormément et qui est, je sais pas, c'est un peu comme un sage pour moi, tu vois. C'est mon oncle que je vois jamais, mais quand je le vois, à chaque fois, il me met une claque, tu vois, mentale, tu vois.
Et en fait, depuis que je suis petit, ils me demandent ce que je veux faire plus tard. Et moi, comme mes parents m'avaient brainwashé en me disant que je voulais être médecin, et ben je disais ça. Et à chaque fois, ils me disaient non, c'est pas ça. Et toute ma vie, il m'a dit ça. Je le voyais tous les 2-3 ans, 4 ans parfois, sans le voir. Et il me reposait cette même question. Tu veux faire quoi plus tard ? Et je disais, je sais pas, médecin, kiné, dentiste. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Et tu lui répondais quoi ? Je disais, ah bon, bah si, je vais faire ça parce que voilà. En fait, je répondais les arguments que mes parents m'avaient mis dans ma tête, quoi. À savoir, si tu veux pas avoir un mode de vie difficile, quoi. Parce que du coup, moi, du côté de ma mère, ils sont émigrés algéro-espagnols, tu vois. Mon grand-père était ouvrier chez Caterpillar et ma grand-mère était femme au foyer. Et du côté de mon père était berger, tu vois. Donc, voilà, ça c'est... Moi, j'ai grandi avec mes grands-parents, donc j'ai grandi en classe populaire quand j'étais petit. Parce que ma mère, elle m'a eu, elle était en 3e année de médecine, donc elle pouvait pas s'occuper de moi, tu vois, elle était étudiante. Et du coup, moi, j'ai grandi avec mes grands-parents. Et puis après, je suis devenu un bourgeois parce que du coup, moi, j'étais là pour la remise de diplôme de ma mère, je devais avoir 10-11 ans, tu vois. Ok. Ah ouais. Et du coup, après, mon adolescence est devenue plus bourgeoise, tu vois. Parce qu'après, ma mère a commencé à gagner bien sa vie. Et du coup, il y avait 2 salaires. Mon père était kiné. Donc après, voilà. Et donc, du coup, ils m'ont toujours expliqué que si je voulais avoir un train de vie élevé comme eux, je devais faire ces études-là. Et puis, on me posait pas la question à savoir si je voulais faire autre chose. Parce que après, c'est une peur de parents. C'est de se dire, ok, le gars, il va être troubadour. Nous, on est sortis des classes populaires en travaillant énormément à l'école. Et par peur pour moi, ils voulaient pas que je redescende l'échelle sociale, tu vois. C'est vraiment de la peur de parents, de la sécurité, en fait, tu vois. Alors que bon, on le sait aujourd'hui, l'argent ne fait pas le bonheur, mais dans la tête, je pense que quand tu fais partie des classes populaires, tu ne penses qu'à ça, à t'élever de cette condition-là et par le fric, en fait, tu vois. Et du coup, là, je dévie un petit peu la trajectoire parce que du coup, c'était... t'es toujours dessus. Ouais, parce que la question, c'était... Est-ce que j'ai toujours fait ça ? Ouais, non, c'était quand ton oncle venait te voir et donc, du coup, voilà, il me disait ça, il me disait ça exactement. Et puis, un jour, je suis en école de kiné, en train de passer les concours kiné, et je suis à Paris pour passer des concours pour être kiné. Et mon oncle me repose la question. Tu veux faire quoi plus tard ? Ce qui est très marrant de poser cette question à un mec, a priori, s'il fait des études de kiné, c'est pas pour être boulanger, tu vois. Donc c'est quand même très drôle. Et je sais pas pourquoi, c'est la première fois de ma vie que j'ai osé lui dire, je lui ai dit, je veux être comédien. Et il m'a dit, fais-le. Et j'ai une espèce d'éclair qui a parcouru mon corps. Et j'ai eu la chair de poule et j'ai dit, mais grave, en fait, c'est ça que je veux faire de ma vie, tu vois. Et je l'ai fait. Tout aussi j'ai arrêté simplement. les concours. Je me suis inscrit, en fait, il y avait un stage d'été au cours Florent. J'ai dit à mes parents que j'allais voir un pote en vacances. Et en fait, je suis jamais revenu. Ah ouais. Ok. J'ai trop kiffé en fait faire une école de théâtre. C'était génial, quoi. Je me sentais à ma place, en fait. Je me suis dit, en fait, depuis que je suis petit, je savais que je voulais faire ça. J'essaye parce que j'avais jamais pris de cours de théâtre avant de faire le cours Florent. Et t'en faisais en dehors quand même, tu vois, ou pas du tout. Même pas le lycée, le soir t'allais faire du théâtre et même pas. Non, parce que pour moi c'était soit je le faisais professionnellement, soit je le faisais pas, tu vois. Par contre, j'ai toujours été le mec qui faisait rire sa classe, tu vois. Ça, même quand j'étais en médecine, tu vois. Et c'est même à ce moment-là, quand j'étais en médecine, que quand j'étais en première année, j'étais dans un amphi de 700 personnes. Et je continuais à faire rire les gens comme si j'étais dans une classe de 30 personnes au collège ou au lycée, tu vois. Et quand tu te dis que t'arrives à faire rire devant autant de gens, tu te dis mais peut-être que je devrais vraiment le faire, en fait, cette connerie, tu vois. Il y a peut-être quelque chose. Peut-être qu'il faudrait que je le fasse, tu vois. Et puis voilà, quoi. Yes. Et donc cours Florent. Donc tu fais d'abord un premier stage, c'est ça, parce qu'il propose des stage d'été. Et après, après je m'inscris à la rentrée. Je fais les cours Florent pendant. J'ai fait qu'1 an, en fait, parce que quand j'y étais, en fait, je me sentais obligé de faire rire. Et en fait, ça faisait doucement chier mon prof principal. Et parce que des fois tu fais des exercices dramatiques, tu vois, ou des trucs sérieux, et je le fais pendant 15 secondes et puis je sors une blague, tu vois. Mais qui craque. Voilà, mais c'est complètement, tu vois. J'arrivais pas tellement à garder mon sérieux. Non pas que j'aimais pas jouer les drames, mais genre juste j'avais ce truc, je pense, en moi d'avoir besoin de créer des ruptures, tu vois. Et voilà, que la vie soit pas trop sérieuse, en fait, je pense. Tu vois. Et du coup, il m'en a parlé plusieurs fois que ça le saoulait. Et puis un jour, il me dit, bon, écoute Nicolas, faut vraiment qu'on discute. Est-ce que tu veux être comédien ou humoriste ? Je lui dis, en vrai, humoriste, ça a l'air pas mal, quoi, tu vois. Et là, il m'a dit, casse-toi. Il m'a dit, casse-toi, je vais pas t'apprendre à être drôle ici. Être drôle, ça s'apprend sur scène.
Excellent conseil. Excellent conseil, bien sûr. Je pense que c'est un des meilleurs qu'on m'ait donné. Ouais. Avec celui de fais-le. C'est les 2 meilleurs conseils de ma vie. J'adore. Parfois, on s'attend à des conseils qui durent des heures, tu sais, de ouf. En fait, non, à chaque fois. Casse-toi, fais-le. Là, c'est efficace. Hein. Pourquoi les gens sont chiés à écrire des bouquins là ainsi par les Zarathustra, mon cul, oui. Donc, tu te casses. Ouais, exactement. Et là, je me mets à faire des scènes ouvertes. Ouais. Et Tu te souviens de la toute première? ah ouais, bah j'allais t'en parler, c'était l'horreur. L'horreur, théâtre de Trévise. Ok. Une scène ouverte qui s'appelle le Field, qui existe encore et que je les salue parce que ils sont, pour le coup, c'est vraiment super ce qu'ils font. C'est une des plus vieilles scènes ouvertes de Paris et en fait c'est tous les dimanches au théâtre de Trévise à 19h. Il suffit d'aller dans le hall d'entrée, tu lèves la main si tu as un truc à proposer, tu as le droit à 5 minutes sur scène et en fait ce qu'ils font c'est qu'ils font un humoriste connu et quelqu'un qu'on connaît qui a levé la main à 19h Ok. dans le hall du théâtre. On leur donne 5 minutes et je trouve ça génial de donner sa chance à n'importe qui comme ça à n'importe quel moment de sa vie, tu vois. Et tu peux venir et faire ce que tu veux. Hein. Tu as le droit à 5 minutes de ce que tu veux. Ok. Du jonglage, de la lecture, de la poésie, du slam, de la musique. Scène ouverte, quoi. Tu fais ce que tu veux, tu vois. Théâtre, c'est tout le Mais reste. par contre, entre chaque artiste, il y a un artiste confirmé qui fait un truc sympa, tu vois. Ouais, ok, nous. Tu vois, il y a beaucoup de, tu vois, de gens qui viennent tester des sketchs pour la télé ou quoi, tu vois, quand tu vois ou des chroniques pour la radio, tu Ouais. vois, ils font ça, tu vois. Ok. Ça leur permet aussi à eux de, tu vois, de tester des trucs Bien sûr. solides, tu vois. Mhm. Et donc je fais cette première scène et là c'est marrant parce que là aussi autre rencontre, autre conseil. Ce jour-là je rencontre Verino. Ouais. Tu vois qui c'est, tu vois qui c'est un super Bah, humoriste. précise au cas où. Enfin, oui, un humoriste. Ouais, donc c'est un ouais, humoriste qui est très connu. ouais. Je sais pas quoi dire Verino. Non, quoi. on l'a beaucoup. Enfin, après, On l'a moi, j'ai beaucoup la vu dans référence de Mannequin Mannequin en rire, ouais. exactement, ouais. Et c'est devenu un pote et ce jour-là il était là à ma première scène et j'étais en stress, en panique totale et il vient me voir, il me dit c'est ta première fois, non? J'ai des gouttes de sueur, je vois pas quand tu je suis en train de trembler, je vois pas, pas du tout. Je dis ça se voit tant que ça. Et il avait, je me rappelle vraiment très bien qu'il avait été tellement gentil avec moi, tellement cool. Il m'avait donné son numéro, alors que le mec Ouais. commençait déjà à être connu, tu vois. Ouais. Et moi, il me voit, c'est ma première scène, il me donne son numéro, il me dit si je peux t'aider, te donner des conseils. Il n'y a pas de problème, je le ferai. Il m'a donné toute la liste de toutes les scènes ouvertes de Paris, tu vois. Ok. Parce que moi, je connaissais que celle-ci, tu vois. Ouais. Mais il y en a évidemment plein Il y en a d'autres, pas plein, autant ouais. qu'aujourd'hui, parce que genre, là, je te parle d'une époque, c'était. Je sais même pas en quelle année c'était, mais c'était il y a très longtemps, parce que moi, là, j'ai 37 ans et je devais avoir 23 ans, donc c'était il y a Une 15 ans, quinzaine tu vois. d'années, Donc, ouais. Donc, il te donne son numéro. donc il me donne son numéro, il me donne la liste des scènes ouvertes, il me dit que ça va bien se passer. Et bon, peut-être le seul mauvais conseil qu'il a donné, parce que ça s'est pas très bien passé. Ça s'est pas très bien passé. Et voilà, quoi, c'est ma première scène. En plus, je l'ai en vidéo. Énorme. J'ai Ah, cet très cool, hein. extrait. Et tu te souviens du sujet sur lequel t'es allé? Je m'en souviens très bien. Ouais. J'ai fait l'erreur que tous les humoristes font. À savoir, j'ai écrit un sketch sur Paris. Parce qu'en fait, quand tu viens de province et que tu arrives à Paris, tout te semble bizarre dans cette ville, Ouais. tu vois. Ouais. Mais en fait, faire un sketch sur Paris, Face à des quand tu viens de Paris, Parisiens. ils s'en battent les couilles. Ils en ont rien à foutre. Ils ont entendu 20 fois tes blagues. Ils s'en foutent. La station de métro, oui, on sait qu'elle dit 2 fois, la femme, le nom de la station de métro. C'est bon. On le sait. On le sait qu'on est pressé. On le sait qu'on doit par la gauche. On sait tout ça, tu vois. Passe à autre chose. Grandis. Tu vois. Fais-nous rire, en fait, tu vois. Observe un peu mieux. Tu vois. Et non, et par contre, je me rappelle, j'avais un passage, parce que ça n'existe plus, mais ça m'avait choqué quand je suis arrivé à Paris. T'as déjà connu les baignoires sabots? Oui, enfin, les Tu vois ce baignoires que avec enfin, oui. C'est des Enfin, toutes leur, petites baignoires pour se ouais. doucher, en fait, Ouais. tu vois. Et j'avais ça, et j'avais écrit un sketch là-dessus, Ok. dans ce sketch sur Paris, parce qu'en fait, je parlais de tous les trucs qui m'avaient choqué depuis que j'habitais dans cette ville de fou, tu vois. Ouais. Mais donc, du coup, ouais, pas. Alors, ce qui est marrant, parce que je dis que ça s'est mal passé, parce que pour moi, ça m'a terrorisé. Je suis plus remonté sur scène pendant 1 an après ça. Ah ouais. Ça m'a Ah traumatisé. oui, vraiment, ça t'a. Ouais. Ouais. Mais comme j'ai la vidéo, quand je regarde, je me dis, Ouais. en vrai, ça va. Pour une première fois, ça va. Ouais. Tu vois. Je fais C'est- pas on bien sent que c'est pas mon aujourd'hui. métier. Je rigole. Hein, mais on se dit pas, bon, Ouais, c'est il y arrivera jamais, ce pauvre type, tu vois. Ok. On se dit juste, ah, ça a l'air dur. Il a pas l'air de passer un bon moment, ce mec-là. Tu vois. Et tu dis pendant 1 an tu remontes pas sur scène, alors Ouais. tu fais quoi à ce moment-là? Parce que donc le fait de pas remonter sur scène, donc t'en as chié à ce moment-là. Enfin bon, pardon, j'ai pas d'autres termes qui me viennent en tête. Non, mais c'est vrai. Et tu te dis pas bon bah en fait mon choix genre erreur. Non. Ok.
Non, 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 non. Moi, quand j'ai un tweet dans la tête, je l'ai pas dans le. Voilà. Et non, 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 pas du tout. Donc Non, pendant je me dis un juste, an, il faut que je tu- poste, tu vois. Et en Ouais. fait, ce que j'ai fait, c'est que pendant un an, j'allais dans toutes les scènes ouvertes que Verino m'avait données. Et en fait, j'y allais en tant que spectateur. Ok, t'allais observer. Et je regardais les gens faire. Et j'étais là, dans le noir, en train de regarder, et je prenais des notes. Yes. Tu sais, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de bouquins et tout. Enfin, dire, le stand-up, c'est ultra démocratisé, tu vois. Tu trouves des bouquins pour écrire des blagues, tu trouves tout ça, tu vois. Ouais. Mais à l'époque, fallait comprendre, tu vois, comment fonctionnait l'humour. Et donc, j'écrivais les blagues des gens en me disant, mais pourquoi c'est drôle, tu vois. Je l'écris la blague, Ouais. et après, je rentrais chez moi et j'essayais de comprendre pourquoi c'est drôle, tu vois. Yes. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que, alors ça, c'est une autre histoire, mais je fais le parallèle. C'est qu'il y a un mec que maintenant que tout le monde connaît, c'est Roman Frécinet. Mhm. Et Roman, passé un moment, du coup, moi, on parle plusieurs années plus tard. Moi, je présentais beaucoup de scènes ouvertes et de comedy Ouais. club. Je faisais la présentation. Et donc, Roman, j'étais là sur ses toutes premières scènes. Je l'ai déjà envoyé plein de fois, tu vois. Énorme. Et lui, pour le coup, on savait tout de suite qu'il Ouais. allait cartonner. Parce que Ouais. dès ses premières fois, c'était déjà un génie. Et ce gars-là part à Montréal faire l'école du rire. Et quand il revient, c'est comme Sangoku dans la salle du temps, tu vois. Il est revenu, mais en 10 fois plus fort, tu vois. Et je me rappelle, il est venu chez moi quand il est revenu du Québec et il m'a dit, mais de toute façon, Nico, je vais te le dire, il n'y a que 7 blagues. Et en fait, il n'y a que 7 blagues. Ok. Mais il n'y a que cette blague qui fonctionne. Il y a Ouais, que cette en fait, il n'y a blague que par, 7 structures de blagues qui existent, Ok. Yes. tu vois. Et donc, du coup, c'est ce que j'avais essayé de chercher pendant toutes Ouais, ces années. Lui, il est arrivé, en un an, il avait tout compris. J'ai fait un mur entier avec des liens Voilà. partout, mais j'ai pas fait le. Ok. Yes. Ok. Et Donc un nouveau conseil pour le coup, Ouais. en mode, enfin un éclairage à la limite, mais. de ouf. Et donc du coup je reviens donc en arrière donc quand Ouais. j'essayais de comprendre ça, ouais, donc du coup pendant un an j'étais et c'est marrant parce que du coup ouais, j'étais là au début de tous les mecs ultra connus aujourd'hui. Bah je les voyais dans les scènes ouvertes quand t'étais pas du tout connu, tu vois. Ouais. Je pense à Kian Kojandi, à Baptiste Le Caplin, à Mhm. Verino, Ouais. à Arnaud de Samer, Jérémy Ferrari, Olivier de Benoît, Kev Adams. Kev Adams, je faisais sa régie Mais non. Je te jure. Énorme. quand Ok. il jouait dans un petit café-théâtre, le café-théâtre de son oncle. Ouais. C'est moi qui j'ai envoyé ses sons et lumières pendant son spectacle. Tu vois. C'est énorme. Ouais. Mais donc pendant un an, tu vis de quoi? RSA, je crois. Ok. Ah non, à cette époque-là, non, c'est plus tard qu'après j'étais au RSA. Non, à cette époque-là, j'étais serveur. Ouais, serveur comme tous les comédiens de Paris, quoi. Ok. Et donc après, bon, au bout d'un an, tu remontes sur scène. Là, tu restes pendant pas mal de temps. Je fais quelques petites scènes ouvertes, ouais, pour m'y remettre. Et puis après, il m'arrive un truc pas rigolo. Je me suis fait agresser par un groupe de jeunes qui voulaient mon téléphone et moi, je voulais pas leur donner. Et alors ça, c'est un conseil que je peux donner à tout le monde. Si quelqu'un te demande et qu'ils sont plusieurs, donne-le. En fait, ne joue pas au con comme moi, Ouais. qui a dit non et qui s'est fait latter la gueule. Ouais. Parce qu'au final, ils l'ont pris. Hein. Mon téléphone, mon portefeuille, Oui. ma dignité, tout. Oui. Et du coup, après, j'ai flippé. J'ai quitté mon quartier parce que ça s'est passé dans mon quartier à Belleville. Ouais. Et le Belleville d'il y a 15 ans, c'est pas le Belleville d'aujourd'hui. Hein. et du coup, Du coup, ça chamboule un peu tout. ouais, là, ça a un peu chamboulé ma vie. Très rapidement, en fait, je me suis retrouvé à la rue. Et Quand tu dis à la rue. ouais, genre vraiment, parce qu'en fait, ah oui, parce que quand j'ai décidé d'être comédien, ma famille m'a tourné le dos. Voilà, ça j'ai pas dit tout à l'heure. Mais donc du coup, j'avais plus de famille sur qui trop compter. Après, sans rentrer dans les détails, voilà, ça allait vraiment pas bien côté familial, il y avait plein de problèmes. Moi, en fait, ça faisait qu'un an que j'habitais Paris, tu vois, et j'avais pas d'amis. J'avais des potes, j'avais pas d'amis, tu vois. Et Grosse du différence. coup, bah ouais, c'est-à-dire que je pouvais rester dormir un jour ou deux chez quelqu'un, mais tu vois, à cette époque-là, t'as des amis, c'est des galériens comme toi, ils vivent dans 13 mètres carrés, ça te fait chier d'avoir un gars qui dort par terre dans ton 13 mètres carrés, tu vois, Ouais. quand c'est pas un ami. Ouais. Tu vois. Ouais. Et alors, il y a des gens qui m'ont hébergé, oui, quelques nuits, mais des fois, j'ai dormi dehors, tu vois. Et là, à ce moment-là, après, j'ai commencé à faire le tour de France pour aller dormir chez des amis. Parce que du coup, mes potes qui avaient mon âge
de Grenoble. Eux, ils étaient étudiants à Nantes, à Annecy, à Lyon, à Grenoble. Et là, j'ai commencé à aller un peu squatter des canapés d'amis, tu vois. Ouais. Et ça allait pas bien dans ma vie. J'étais très triste, très malheureux. Parce que du coup, j'avais plus de logement, j'avais quitté Paris, je faisais plus d'humour. J'avais vécu un traumatisme qui est... Bon, ça arrive à pas mal de gens, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. Du traumatisme que c'est pour un mec de se faire éclater la gueule et d'être laissé par terre en plein milieu d'une rame de métro et personne te regarde, personne te demande si tu vas bien, personne te demande de l'aide. T'as l'impression d'être une grosse merde, tu vois. Et t'as l'impression, toi, d'être une grosse merde et que l'humanité est une grosse merde. Parce que tu te dis, dans ce métro, il y avait du monde quand je me suis fait éclater la gueule. Au-delà des gars qui te cassent Personne n'a la gueule, réagi. autour, quoi. Et une fois que j'étais par terre en sang, personne n'a réagi. Putain. Et tu te dis, mais dans quel monde de merde je vis, tu vois. Ouais. Donc j'ai vécu une période là où, voilà, en plus j'étais dehors, j'avais plus de famille, j'avais plus rien, tu vois. Pas cool. Du coup, j'étais vraiment très très malheureux. Et t'avais toujours en ligne de mire cette envie de remonter sur scène? Ah non, là, j'avais juste en ligne de mire d'essayer de survivre. Ok. J'étais vraiment très très mal dans ma vie, tu vois, je voulais vraiment mourir, tu vois. Ok. Et je me suis dit, qu'est-ce qui peut me redonner goût en la vie? Et je me suis dit, le surf. Et c'est là que j'ai déménagé ici pour la première fois. Je suis venu vivre ici dans les Landes. À Osgore? Alors pas à Osgore même, mais pas dans le coin, okay. ouais. Pardon. Mais je travaillais à Osgore, j'étais serveur à Ok. Osgore pendant 1 an. Ouais. Et j'ai retrouvé à goût la vie, effectivement, grâce au surf et grâce à cette ville. Et après avoir retrouvé goût à la vie, tu couperas ce au montage. Hein. Je l'avais même pas entendu, et puis pour le coup, je laisserai ça. Parce que je t'ai pas dit en amont, mais je laisse tout sur le podcast. Donc comme ça, les gens pourront revenir en arrière pour être sûrs de l'avoir entendu, tu vois, c'est parfait. Et donc, tu as repris goût à la vie en venant ici grâce au surf. Ouais, exactement. Et en fait, j'ai 2 petits frères et le tout petit, il venait d'avoir son bac, il voulait être réalisateur et il voulait faire une école de ciné. Et il me dit, Nico, à la rentrée, je monte à Paris. Est-ce que ça te dit de retenter ta chance? Et donc, effectivement, en octobre 2011, là, je me rappelle parfaitement de la date, je suis parti m'installer à Nanterre avec mon petit frère. Ok. Pour refaire des scènes ouvertes, refaire tout ça. Et en fait, assez vite, ça s'est très bien passé pour le coup. Parce que j'ai fait la fameuse émission On demande qu'à en rire. Yes. Rapidement, tu vas vers cette émission-là, ouais. Pas rapidement. Et déjà, est-ce que pardon, excuse-moi de te couper, est-ce que ton humour est différent à ce moment-là? Alors, oui et non. Non, c'est-à-dire... Non, parce qu'en fait, si tu veux, moi, ma claque écologique, je la prends en 2011 avec le film Océan. Et je rentre à Paris en octobre 2011. Ouais. Donc, à partir de ce film-là, je me dis que tout ce que je vais écrire va être en lien avec l'environnement, l'écologie, le climat. J'ai déjà ça. Okay. Ma claque, c'est ce film-là, tu vois. Ouais. Et à partir de ce jour-là, ma vie change. À partir du film Océan, en fait, en 2011, je comprends l'être humain est en train de creuser sa propre tombe et personne n'en parle, en fait. À l'époque, on parlait vite fait le trou dans la couche d'ozone, mais il n'y avait pas Greta Thunberg, tu vois. Parce qu'en vrai, si tu regardes, là, maintenant, ça devient un petit peu évident, la crise climatique. Mais c'est Greta Thunberg qui la met en évidence. Je veux dire publiquement, je veux dire dans les grands publics. Oui. Tu vois ? Oui. Enfin, je pense à Nicolas Hulot qui en parlait déjà plus ou moins avant. Mais pas à ce niveau-là, pas au niveau international, pas au niveau avec toute la jeunesse qui va derrière. Nicolas Hulot, il a pas fédéré comme Greta Thunberg. Ouais, non, complètement. Tu vois ? Et non. là, il fédère plus du tout. Il a fédère plus du tout. Non, complètement, t'as raison. Donc effectivement, il y a 10 ans, c'est pas du tout le même, même 12, c'est pas du tout le même esprit global. Enfin, au-delà de l'esprit, c'est ça. La même connaissance du problème. C'est ça. Global, surtout. C'est la ça. connaissance du problème, ceux qui savaient. Mais, on le sait depuis 70, oui. Donc, oui. Ok, donc tout est en lien avec le vivant, comme j'aime dire, mais avec ce film-là, et donc maintenant avec le vivant dans ce que tu vas raconter sur scène, quoi. Ouais, exactement. Et donc, du coup, même en ne demande qu'à en rire, tu vois, il te donne... quand tu écris tes sketchs, sauf le tout premier sketch. Je me rappelle mon tout premier passage, rien à voir. Mais parce qu'en fait, je me rappelle très bien le tout premier sketch, c'était une application qui s'appelle Bang With Your Friends. Et c'était bien avant Tinder et tout ça. C'était beaucoup plus ouvert. Ce qui est étonnant parce que c'était sur Facebook. En fait, c'était un add-on Facebook qui existait où en fait, Bang With Your Friends, ça veut dire est-ce que tu veux coucher avec tes amis ? En fait, tu prenais ta liste d'amis Facebook et tu cliquais oui ou non, je veux coucher avec
J'aimerais coucher avec cette personne. Et si énorme. cette personne de son côté Dis oui aussi. dit oui, et bah boum, il y avait un match exactement. En fait, c'est l'ancêtre de Tinder, tu vois. Énorme. Et, Ok. et c'était sur Facebook que ça se passait. Ouais. Et donc du coup, j'avais créé un sketch là-dessus Ouais. parce que je m'étais dit, ouais, premier passage, en fait, l'humour de cul, ça marche toujours. Non mais c'est vrai, tu vois. Les sketchs de cul, c'est ce qu'il y a de plus simple à écrire Ouais. parce que c'est fédérateur, parce que le cul, visiblement, enfin, tout le monde soit le pratique, soit aimerait le pratiquer. Et donc du coup, Joli. tu vois, ça fait rire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. Alors que mon point de vue de bobo gaucho, tout le monde ne le partage pas. Ouais. Donc ce n'est pas fédérateur. Hmm. Donc premier sketch, j'ai fait ça pour éviter de me faire humilier devant la France entière. Et après, sur les autres passages, j'ai choisi que des trucs en rapport avec l'environnement. Ok. Ouais. Ouais, parce que quand même cette émission donne, enfin à l'époque en tout cas, elle n'existe plus aujourd'hui, mais donnait une belle visibilité. Enfin, c'était quand même une émission qui fonctionnait bien quoi pour le coup. Ouais. Ok. Ah oui, bah moi, si tu veux, avant mon premier passage, je jouais en moyenne devant 8 spectateurs par soir. En moyenne. Hein. En moyenne, ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu des soirs où ils étaient 3. Hein. Ouais, oui, très bien. Et parfois 15. Et les grands soirs. Enfin, Donc là, je sais même pas, je dirais centaines de milliers de téléspectateurs, c'est sûr, mais je sais pas si ça a Ouais, tapé dans le 250 000. 250 000, ok. Ouais, quand même. Ça change tout pour toi ou... Alors, ça change. Parce que tu as fait 6 passages, si je ne m'abuse. Plus ou moins. Ouais, un peu plus. Un je peu crois, plus 7, Pardon. je crois. Non, je sais pas. Ok, ouais, Non, ouais, après, dans ce j'ai genre-là, fait des quoi. passages avec des potes. Ok. Donc peut-être, je crois, en tout 8. Mais moi, Ouais. tout seul, je sais pas. Peut-être parce que tu as regardé avant de faire cette interview. J'ai un peu regardé avant de faire cette Et interview. Ouais. c'est Wikipédia, ils disent 6. C'est Wikipédia qui dit ça. Alors, si Wikipédia dit 6. Enfin, je te dis si Wikipédia dit 6. Bon, bref, Dans Wikipédia, il y a des énormes conneries sur ma gueule qui j'imagine. me font mourir de rire. J'imagine. Je sais même pas si d'ailleurs, en tant que personnage de ta fiche Wikipédia, tu as le droit de dire à Wikipédia c'est faux. T'as le droit de dire à Wikipédia que C'est vrai? Ouais, bah oui, c'est sûr. En disant c'est WAM, je Bah, c'est pas Wikipédia, vrai. tout le monde partage pour écrire dessus. Tu vois, Ouais. donc en gros, moi je peux créer une page Wikipédia sur n'importe quel sujet et donc globalement Wikipédia va croire ça. Mais si c'est sur toi, évidemment que tu as la possibilité de dire au fait les gars, c'est moi, regardez, coucou. Ouais. Il y a des problèmes là-dedans quoi, évidemment. Ok. Wikipédia veut, j'imagine, plus ou moins la vérité quoi. D'accord. Donc du coup, mais en tout cas, pour ce qui est des On trouvera passages en l'adresse demande mail de qu'à en rire, Wikipédia pour... je pense que si Wikipédia a dit 6, c'est 6, mais je pense que j'en ai fait 8. Ouais, mais enfin en bon tout voilà, avec en tout cas d'autres entre gens. 5 et 10, Ouais. on s'en fout du nombre Ouais. exact. Mais donc ça change quelque chose pour toi. Est-ce que par la suite ça t'apporte une visibilité qui te permet de faire de plus grandes scènes, de passer non pas à 8 spectateurs de moyenne mais un peu plus En fait, c'est très étonnant parce que... Parce que c'est ton premier passage télé. On va dire ça. C'est Parce que je préfère pas qu'on se rappelle des autres. C'est exactement. On va dire ça. Je sens qu'il y a de l'archive Ah oui. quali qui traîne Ah non, quelque mais il y a part. des dossiers de partout sur ma gueule. Ah, bah, laisse tomber. J'en ai fait des conneries. Non, je pense que le... Ouais. Non, je suis en train de... Il va dans les Je suis en train de souvenirs, me perdre et Il je va suis en dans train de... les Non, souvenirs. j'ai pas envie de raconter là. ça. Non, ouais. Non. C'est toi qui Si vois, je- c'est toi qui vois. Ça reste entre nous évidemment. Dans cette forêt. Et bien sûr, oui. On n'a pas du tout des micros dans les mains. Pas là, du tout, rassure-moi. non, C'est pas, ce n'est c'est pas un micro. enregistreur, ça, Non, sur la alors, table. Non, non. absolument pas, absolument pas, voyons. Donc ça va, donc je peux te raconter cette fameuse fois. Tu connais le milieu, donc tu sais très bien que c'est pas ça. Non, attends, tu me perds. Premier passage, tac, tac, tac. Alors, je m'en rappelle plus. Alors, soit tu racontes ton vrai premier passage Non. télé, tu vas pas raconter ça. Non, je me rappelle plus c'est lequel le premier, parce qu'il y en a eu plein. D'accord. Mais t'as pas forcément envie de le partager. Très bien, Ouais. aucun souci, on ira chercher. Et donc ça, c'est un passage télé, par contre, avec 250 000 téléspectateurs. Oui, ah oui, donc c'est qui ça. donne quand La même de question, qu'est-ce que ça visibilité. change? Est-ce que derrière, ça change quelque chose pour toi? Ouais, alors en fait, c'est très bizarre la télévision. Parce que on t'oublie aussi vite qu'on t'a vu. C'est-à-dire Ouais. que tu deviens très connu, mais 2 semaines après, t'es plus connu. Hmm. Et du coup, c'était très marrant parce que je faisais un passage et mon spectacle juste après, j'étais complet. Ouais. Tu vois? Ouais. La semaine d'après, la salle était pleine à moitié. Ouais. Et 3 semaines après, il y avait à nouveau 8 personnes. Et du coup, c'était très chiant parce qu'il y avait un truc un peu addictif à cette émission Hmm. de vouloir y passer parce que tu savais que c'était grâce à cette émission que tu Ouais. remplissais ta salle. Ouais. Mais le problème, c'est que... Et là, je balance. Attention, je balance. Oh là là, showbiz. attention, Là, ça y va là. ça y j'envoie va. des... J'envoie des je vais scuds, tirer là, à c'est balles parti. réelles. À balles réelles. En fait, le truc, c'est que moi, j'étais débutant dans Ouais. ce milieu. Je n'avais pas de producteur. Ouais. Et il faut savoir que Ruquier est un producteur Mhm. qui produisait cette émission, qui a des théâtres sur Paris, qui a des amis qui lui-même sont producteurs, qui produisent des humoristes qui passent dans son émission.
Et bizarrement, ces humoristes-là faisaient beaucoup plus de passages que moi. C'est fou. Et du coup, moi, on m'appelait très rarement. Et quand on m'appelait parfois 24 heures, 48 heures avant. Ouais. Et moi, oui, certes, j'ai envie de passer, mais je ne suis pas non plus le dernier des débiles. Ouais. Et je sais très bien que avec le peu d'expérience que j'ai, en 24-48 heures, je vais m'exploser la gueule si j'ai que 24-48 heures Clairement. pour écrire un sketch et passer à la téloche. Ouais. Donc je refusais à chaque fois qu'on m'appelait dans ces conditions-là. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que je n'ai fait que 6 passages en je sais pas combien de temps. Parce que Parce qu'au final, oui. parce que ils avaient d'autres gens à faire passer qui étaient plus bankable que moi, tu vois. Ouais, bien sûr. Et qui ramenaient plus de pognon. J'imagine. Voilà. Bon, ça t'a quand même apporté quelque chose. Mais alors par malgré contre, tout. ce que ça m'a apporté, c'est que tout premier passage, eh bien, j'ai un agent. Il y a le téléphone qui sonne le soir même et qui me dit oui, bonjour Nicolas Mérieux, je vous ai vu à la télé, je trouve que vous passez bien l'image, vous avez quelqu'un qui s'occupe de vous. Je dis non. Vous voulez qu'on se rencontre? Je dis oui. Donc j'ai eu un agent la semaine suivante de mon premier passage. Donc c'est quand même ça qui m'a aidé grave. Ok, carrément. Pas aussi vite que certaines autres personnes. Ouais. Mais quand même, c'est ce qui me met le pied à l'étrier et c'est ce qui fait que je commence à vivre de ce métier-là. Trop cool. J'enchaîne après avec ton premier spectacle. Ouais. Parce que c'est à peu près ça, globalement. Hein. Tu vois, j'aime bien faire ma chronologique pour comprendre ton parcours et comprendre évidemment où tu en es arrivé aujourd'hui. Ouais. Nicolas, La vie, c'est plus fort que toi. C'est le premier, c'est vrai. Il est joué jusqu'en 2014. Waouh! Et j'ai commencé quand? En 2012. En 2012, 2013, Ouais. 2014. Excellent. Ouais, Putain, ouais. t'as bien. Bon, C'est la tu première sais, fois qu'on me ressort les dates de mes spectacles. Putain, c'est ouais, génial. ouais. Et là, tu vas me ressortir Je toutes vais les te dates de refaire mes toute ta spectacles. vie, ouais. Ah, c'est génial. Je suis trop Et content de ouais, venir ouais. faire cette interview. Magnifique. J'apprends des choses sur Très moi. bien. Un peu comme mon psy, quoi. C'est bon, c'est. Fais gaffe parce qu'on pas m'a déjà payant. dit. J'ai refait une interview parce que la Ouais. personne m'a dit que j'ai la même voix que son thérapeute. Alors, Donc, moi, elle est de sexe féminin. Ah ouais, donc compliqué. Moins, du coup. Ouais, moi. Mais- du coup, moins. Et après, non, je vais pas changer. Mais par contre, je trouve ça super intéressant de se rappeler des choses sur soi parce que ça va tellement vite. Ouais. On fait tellement de choses et c'est toujours intéressant de Yes. se rappeler de son parcours. Eh bah tant mieux, ravi. Donc tu fais ce spectacle-là, le premier. Ouais. Tu l'écris solo. Comment Ah ça ouais, se passe ouais, Comment on écrit un spectacle Bah, ça, c'est une bonne question. Merci. Mais non, mais en fait, je pense qu'il n'y a pas de vraie réponse Ok. parce que chaque humoriste va te donner sa façon de faire à lui. Comment Nicolas Mérieux écrit ses spectacles Alors, ça, je peux te donner plusieurs réponses parce que au tout début, comment tu fais? Déjà, ce premier spectacle, c'est Nicolas Mérieux qui essaie d'être marrant. Mhm. Parce que c'est une chose de faire rire ses copains, de faire 2-3 blagues comme ça, là, comme on le fait, mais Ouais. ça en est une autre d'écrire des blagues et d'aller faire rire un public qui ne te connaît pas. Clairement. Ça, c'est très difficile. Et au début, faut apprendre ce métier. D'où le fait que j'essayais de comprendre comment les blagues des autres fonctionnaient, parce qu'au final, il n'y a que 7 blagues. Non, puis même tu disais Ouais. ça tout à l'heure et je pense qu'entre lire un bouquin et parce que des blagues c'est aussi le moment. Enfin, j'imagine. Alors quand c'est Il y a un écrit, tu me timing, diras, un truc, mais t'as comme regarde la preuve qu'une blague, c'est l'écriture, parce que depuis la nuit des temps, tous tes tontons te racontent des blagues au repas de famille. Ouais, complètement. Et elles font rire à chaque fois. Ouais, Donc, c'est vrai. Non, c'est vrai. et si c'est toi qui la raconte, Ouais. elle fera rire. Ouais. Si c'est ton prof de sport qui la raconte, elle fera rire. Si c'est Ouais. ton médecin qui la raconte, tu vois. Donc l'écriture Hmm. Oh, est important, c'est la base. Ouais. Et après, le personnage, le rythme, le feeling, c'est ce qui fait que tu vas faire carrière ou pas. Hmm. Parce que tu peux prendre le texte et le donner à 10 gonzes, Hmm. le même texte, et ben il y en a un qui va le faire 1000 fois mieux que les autres, Ouais. et c'est celui-là qui fera sa carrière, tu vois. Carrément. Et donc du coup, voilà, au début j'essayais d'être marrant, donc j'essayais d'écrire des blagues, et ce premier spectacle finalement c'est juste plusieurs sketchs collés les uns avec les autres. Hmm. Il n'y a pas de... Il y a un fil rouge quand même. Bah non. En fait, t'essaies d'en écrire un, Ouais. c'est-à-dire que tu fais semblant, Ouais. c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Comme faisaient les humoristes tard l'époque, avec le noir au milieu entre chaque sketch, Ouais. mais quand même, je pourrais le faire, parce que vraiment c'est... Non, il n'y a pas de fil rouge, quoi. Ok. Il n'y a pas de fil rouge. Juste, si, le fil rouge, c'est pour ça que d'ailleurs ça s'appelle La vie c'est plus fort que toi, c'est parce que je parle en fait, mon agression là dont je t'ai Mhm. parlé, j'en ai fait une bête de sketch. Ok. Le fait que je voulais être suicidaire, j'en ai fait un sketch aussi. Hmm. Et en fait, c'est pour ça que le spectacle s'appelle La vie c'est plus fort que toi, ça parle du fait que malgré toutes les galères qui m'arrivent, ben, je reste en vie Hmm. et la vie c'est plus beau que tout. Et en fait, finalement, ce qui m'amène à parler d'écologie aussi, c'est... Bah, tu l'as vu dans le spectacle, je dis des phrases un peu comme ça aussi, tu vois. Hmm. La vie c'est quand même incroyable, tu vois. Ouais. C'est magnifique. Ouais. Et je pense que j'ai cette force vitale en moi, tu vois. Je sais à quel point la vie est belle. Ouais.
Et regarde, rien que le moment là qu'on est en train de passer, il est beau. Tu vois, on se Complètement. connaissait pas il y a 1 heure. Exactement. Et là, on est en train de discuter. Il y a une petite brise Ouais. qui nous caresse. On a vu sur la cime des arbres. On est entouré de verdure. C'est doux, on est au calme. On passe un super. Enfin, c'est beau ce moment-là, tu vois. On est d'accord. Ouais. Et du coup, je sais pas, j'ai cette sensibilité à ça. Ouais. Et je pense que dans ce spectacle-là, avant d'avoir vraiment écrit un spectacle sur l'environnement, j'avais déjà cette conscience, tu vois. Mhm. Alors, je pensais poser cette question plus tard. Est-ce qu'on peut faire rire avec, alors pas tous les sujets, mais en tout cas les sujets qui sont un peu durs, parce que tu vois, tu parles du suicide. Ouais. Aujourd'hui, ton spectacle, il parle de l'écologie, donc pour le coup, elle peut être très heureuse, on en reparlera justement. Mais dans ton spectacle, je sais plus comment tu commences, puis on va pas le dire, mais enfin, en tout cas au début, c'est en mode négatif, on va tous crever. Enfin, j'exagère, mais en gros, on est à peu près là-dedans, quoi. Ouais. Est-ce qu'on arrive à on connaît plus ou moins la réponse, mais comment on arrive à faire rire dans ce cas-là, tu vois, en parlant de trucs sur le suicide, parce qu'au final c'est dans ton spectacle, Ouais. c'est pour faire rire les gens. Est-ce qu'on y arrive, tu vois? Et est-ce que c'est ça qui fait le plus rire aussi? Non, ce qui Ok. fait plus rire, c'est le cul. On en revient toujours à ça. Vraiment, le cul, c'est drôle. Ok, d'accord. Tu vois, rien que je te le dis 3 fois, Ouais. ça te fait rire. Oui, tu vois. bah oui, non, mais c'est la preuve. Ouais, non, C'en mais est la c'est preuve. vrai. En fait, C'est vrai. le cul, c'est ce qu'il y a de plus marrant. En Ouais. fait, tu écris un sketch. Enfin, alors pareil, il faut que ce soit bien écrit. Oui, évidemment. faut pas Mais que ce soit trop gros non plus, vraiment, voilà. je veux dire, Bigard, il a écrit 15 spectacles de cul, Ouais, tu vois. ouais, il est resté Et il a longtemps à rempli l'affiche, des ouais. stades de France. Ouais. C'est le seul humoriste à avoir rempli le stade de France Ah, putain. en faisant des blagues de cul. Ouais. Tu vois. Donc c'est bien la preuve que ce qui est le plus Qui rassemble le plus. unificateur. Ouais. Unificateur, ça se dit Euh, Réunificateur qui réunit. Qui- Toujours une porte de sortie. Pardon. Ben ouais, en tout cas, c'est Oui, donc ce humour-là. ouais. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus simple. Ouais. Et donc, c'est pas ce qui fait le plus rire. Non. Ok. C'est même. Je donne souvent cet exemple. L'humour, c'est une prise de judo à ton cerveau. Ok. Si, là, d'un point de vue physique, tu es sur tes gardes, je vais difficilement réussir à te faire tomber. Par contre, si t'es mou, si tu te tiens, bah, je vais te mettre une balayette, t'es par terre. Et ben l'humour, ton cerveau, il fonctionne de la même manière. Si je te parle de cul, tu réfléchis pas. Donc très facilement, je vais mettre ton cerveau par terre. Ouais. Par contre, si je te parle d'écologie, si je te donne des chiffres du GIEC, tu vas déjà être en train de réfléchir. Donc tu vas être sur tes gardes. Donc je vais très difficilement faire tomber ton cerveau par terre. Ouais. Et du coup, le rire est provoqué de manière beaucoup plus difficile. Ok. Mais alors, est-ce que tu y vas justement pour le challenge de faire rire avec quelque chose de difficile Ah ou non. est-ce que tu y vas pour faire réfléchir? Ah ouais. Ok. Ah non, moi j'y vais simplement parce que je suis militant écolo et que en vrai, j'ai fait des manifestations et je me sens pas à ma place. Mhm. J'ai peur. Dès que ça part en couille, j'ai peur. Mhm. Vraiment, je le dis. Mhm. Et j'ai énormément de respect et de soutien pour tous les gens qui sont sur le terrain et qui vont se battre physiquement parce qu'il faut le faire. Ouais. Et moi, Ta façon ma de force, militer, ouais. c'est ça, en fait. Ouais. C'est de savoir faire rire de ça et de conscientiser avec ça et de réunir plus de gens autour de cette cause, tu vois. Mhm. C'est ouais, c'est ma manière d'être activiste, en fait, tu vois. Ouais. C'est mon activisme à moi, c'est ma force, en fait. Je pense que chacun a sa force dans ses domaines, ses compétences, et il faut les mettre au service du truc, tu vois. Mhm. Et bah moi, je sais faire ça, donc je le fais comme ça. Parce que vraiment, très honnêtement, hein, si je pouvais faire que des blagues de cul, ce serait mieux. Hein. Ah, ce serait magnifique. Non, hein. mais je me régalerais. Et certainement, je remplirais Donc, des tu te salles ferais chier beaucoup au bout plus d'un grandes. moment, Non, parce qu'en vrai, on en revient à ce que je te disais tout à l'heure. Au début, moi, pourquoi je fais de l'humour? Juste parce que faire rire quelqu'un, c'est une façon de me faire aimer, non. tu vois. Mm. Et on recherche tous de l'amour, en fait. Et du coup, moi, ce qui me fait kiffer dans la vie, c'est de voir des gens rire à mes blagues. Mhm. Maintenant, d'un point de vue perso, je suis très touché par la cause environnementale, donc je mets mes compétences au service de cette cause, et du coup, je trouve un petit peu de bonheur dans mon malheur. Mhm. Tu vois. Ouais. Le malheur, c'est la peur de ce siècle, de ce qui est en train de se passer. Mon bonheur, c'est d'arriver quand même à avoir quelques rires en parlant de ça aux gens, tu vois. Ouais. Mais non, moi, vraiment, si le monde allait bien, moi, j'irais beaucoup mieux, tu vois. Franchement, hein, je ferais des blagues sur vraiment le sujet du quotidien. Je me rappelle, tu sais, mon sketch le plus drôle que j'ai écrit, mais vraiment où les gens, ils pleuraient de rire. J'avais fait un prélèvement urétral à l'époque. J'ai écrit un sketch là-dessus. Ok.
c'est mon sketch le plus drôle. Ouais. Jamais écrit en... Combien j'ai écrit de spectacles? 4, 5? Oui, à peu près. Ouais, je t'avoue que j'ai pas en tête exactement, mais ouais, dans l'idée, ouais. Ouais. Et ben, c'est mon sketch le plus drôle. Ok. Tu vois, c'est un sketch de cul. Une fois de plus. Ben, franchement, c'était incroyable de voir les gens pleurer de rire, tu vois. Là, ils se marrent au spectacle. Oui. Mais pas là à se taper des barres à plus en pouvoir, tu vois, Avoir mal comme aux c'est le abdos, cas quoi. Ouais. avec un sketch de cul, quoi. Ouais. Je sais pas combien de fois j'ai dit le mot cul en Ouais, une mais heure, là. beaucoup là. Je Mais, pense que là, 37 minutes, Il va 38 falloir que je- minutes. il va falloir que je me calme, il va falloir que je on me est à 38 justement. On a à peu près un par minute. Ce spectacle, tu le joues pendant 2 ans. Ouais. Pourquoi on arrête un spectacle? Bah, pour évoluer. Ok. Justement. Cool. Parce que du coup, à partir du spectacle d'après qui s'appelle donc Dans quel monde vit-on, Ouais. bah là déjà le titre, Le titre, voilà. on a déjà un peu de. Et une web série la même année qui s'appelle La Barbe. Voilà, donc on donc là, commence on comprend que le à. gonze, il est rentré dans un délire. Ouais. Et en fait, c'est exactement ça. En fait, ce spectacle nouveau là, enfin le deuxième du coup, c'est moi qui décide de mettre de côté mes blagues de cul. Tu devais plus le dire. Ah, Merde, je devais plus le dire. putain. On a pas dit. Non, on n'a pas dit que tu devais plus le dire. Je rigole. Je ne le dis plus. Tu Je fais vais comme essayer. Tu veux. Tu fais comme tu veux. Et non, du coup, je rentre dans cette phase où je me dis, ok, maintenant, mec, prends ton courage à deux mains. Parce qu'il y a ça aussi, il y a cette peur de plus arriver à faire rire, tu vois. Il y a cette peur de plus arriver à faire rire, et donc du coup, j'osais pas y aller. Et là, à partir de ce spectacle, je décide d'y aller. Ok. Me dire, allez, vas-y, écris un spectacle, tu commences à parler que d'environnement, tu vois. Ouais. Et c'est ce que je me suis mis à faire à partir de ce spectacle-là. Donc pourquoi j'ai changé? Pour ça. Mais il y a toujours pas encore un fil conducteur, tu vois. Les fils conducteurs, ils arrivent à partir des spectacles d'après, tu vois. Okay. Et là, j'écris d'une autre manière. Donc, est-ce que tu as d'autres questions sur ce spectacle-là, ou est-ce que je parle de la façon d'écrire les autres spectacles? Laisse-toi, vas-y, continue. Et puis Donc sur les autres donc sur celui-là, je parle d'écologie, mais il n'y a pas vraiment de fil conducteur. J'en invente un, tu vois, en greffant les sketchs les uns à la suite des autres de façon à ce qu'ils se passent bien, tu vois. C'est un petit peu du Frankenstein, quoi. Je greffe des trucs les uns entre eux pour qu'il y ait une forme hybride qui ressemble à quelque chose, quoi. Ouais. Mais bon, Frankenstein, c'est pas très beau physiquement, tu vois. Mais le contenu est efficace. Le contenu est efficace. Exactement. Tu vois. Ouais. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que là, après, en fait, c'est toujours la même chose. Plus tu grandis, plus tu prends maturité, en fait. Donc, tu te remets en question et tu essaies de réfléchir et de mieux faire les choses. Et là, après, maintenant, les spectacles d'après, vraiment, je me nourris de lecture. Je lis énormément. Donc sur un sujet lié à l'écologie. On part sur des bouquins d'Aurélien Barraud, Pablo Servigne, Timothy Norton, Deep Green Resistance, ce genre de bouquins là, tu vois. Paul Watson, enfin toute cette littérature là, Philippe Biwix, enfin je sais pas, j'en ai eu tellement des bouquins que j'ai lus là-dedans, tu vois. Et du coup, en fait, en lisant ces choses-là, en fait, à chaque fois que je lis un passage qui me marque, je prends des notes sur ce qui me semble important. Et parfois même, en fait, en lisant, parce que ces gens-là qui sont des auteurs ne sont pas des humoristes, donc ils écrivent, ils donnent du contenu scientifique. Et moi, souvent, j'essaie de me poser la question, si je devais expliquer ça de manière la plus drôle possible, comment je l'expliquerais ? Et je commence à écrire. Et parfois, les blagues viennent en lisant. Et en fait, j'écris des ébauches de sketch en lisant. Et en fait, je lis. Et une fois que je considère que là, mon cerveau, il est plein craqué, je me dis, OK, maintenant, il faut écrire un spectacle. Et là, je m'enferme. Ça peut durer entre une semaine et un mois avec tous mes bouts de papier. Et j'essaie de me relire et de comprendre qu'est-ce que j'ai voulu dire et quelle est l'essence même de... Qu'est-ce qu'on peut en faire, tu vois. C'est un peu comme t'as un diamant et tu le tailles, tu vois. Tu te dis, OK, là, il y a de la matière, tu vois, c'est cool. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait comme pièce? À quoi ça va ressembler à la fin, tu vois. Okay. Et tu t'enfermes vraiment? Ouais. Enfin, je mange plus. Non, mais dans le noir. En gros, c'est très triste. Toujours très triste. Toujours plus. Non, mais vraiment, tu vas te mettre dans un endroit où voilà, t'es pas dérangé. Tu te concentres que sur cette tâche-là. Ouais. On n'est pas sûr, tu fais d'autres choses en même temps, quoi. Quand t'écris un spectacle, Ouais, exactement. Okay. Non, quand j'écris un spectacle, je vois plus personne et je fais pas d'autres projets en même temps. Tu fais pas de montage vidéo, t'es pas en train de... Ah non. Là, ton cerveau, il doit être... Parce que souvent, quand t'écris, même tu te réveilles la nuit et en fait, t'es obligé de te lever pour écrire. Ouais. T'es obligé. Parce que trop souvent, je l'ai pas fait. Ça, j'y penserai demain. Exactement. Trop souvent. Et peut-être, j'allais dire des humoristes, mais en fait, ça arrive à tout le monde, les entrepreneurs, n'importe qui. T'as des idées et tu dis, j'y penserai demain. Non.
T'as une idée, note-la maintenant. Ouais. Parce que demain, elle sera vague ou elle sera plus là. Ouais, clairement. Donc voilà, quand j'ai ces phases d'écriture, je suis que là-dessus pour justement pouvoir me réveiller à 3h du matin. Et s'il faut travailler jusqu'à 7h du matin et après dormir de 7 à 11, et ben on dort de 7 à 11 et c'est pas grave, tu vois. Ouais, complètement. On parlait du spectacle La Barbe, du spectacle Ouais. La Barbe. Ouais. Tu nous en parles? Donc des vidéos. Vidéo de vulgarisation, donc sur des sujets sociétaux. Oui, parce que là on sort, économico, enfin on parle évidemment d'écologie, mais on en sort aussi un peu. Ouais. Parce que tu parles de plein de sujets de société, effectivement. Tu parles de sexisme, tu parles de. Enfin, je vais pas tous les faire, mais il y en a plein. Ouais. Et alors, vas-y, pardon, raconte La Barbe et après je te demanderai pourquoi t'en sors. Enfin, tu sors un peu d'écologie. C'est parce qu'en fait, donc là, c'est vrai qu'il y a une histoire en parallèle de tout ça. Au moment où je me retrouve à la rue, j'avais quand même, tu vois, il fallait que je m'occupe, tu vois. Et je commence à faire des vidéos sur Dailymotion. Mais en mode à l'arrache, parce que j'avais pas de chez moi, tu vois. Donc j'avais pas de studio. Et en fait, je demandais à des gens, est-ce que vous avez un fond blanc chez vous? Est-ce que vous pouvez me laisser une nuit chez vous ou une soirée? Vous me prêtez votre mur. Je demandais à des potes, tu vois, de me prêter leur mur blanc. Et en fait, juste, je me filmais devant un mur blanc. Et je faisais l'ancêtre de La Barbe, c'est-à-dire juste je faisais une chronique. Mais à l'époque, il faut savoir que je te parle, YouTube n'existait pas. Donc je te parle d'un truc, c'est-à-dire que je faisais sur Dailymotion entre 1000 et 10 000 vues. C'est ma vidéo qui a fait le plus de vues, c'est 10 000 vues. Ce qui est quand même... Ce qui est énorme sur Dailymotion, 10 000 très vues. propre. Hein. À l'époque, c'est énorme. Ce qui est très propre. C'est énorme. Mais d'ailleurs, c'est grâce à Corben. Je sais pas si tu connais c'est un blog. Corben, il m'avait Ça me dit partagé rien. une vidéo et c'est ça qui m'a fait faire 10 000 vues. Okay. Sinon, en règle générale, je faisais 1000 vues, tu vois. Ouais. Et tu commences sur Dailymotion. Hein. Ouais, Dailymotion, mais il n'y avait aucun code, tu vois. Il n'y avait pas les codes du Fastcam, tu vois. Je veux dire, parce que la première vidéo qui fait connaître les youtubeurs, ce qu'on appelle aujourd'hui les youtubeurs, c'est Norman, la vidéo sur le ping-pong. C'est ça qui fait connaître le Fastcam aux gens, tu vois. Ouais. Mais à l'époque où je fais sur Dailymotion, ça n'existe pas, ça encore. Tu vois. Et du coup, je faisais n'importe quoi. Je faisais des vidéos de... J'avais aucune régularité, c'est-à-dire que je faisais une vidéo toutes les 3 semaines, toutes les 4 semaines, toutes les 2 semaines, tu vois. Il n'y avait aucune régularité. Le timing, c'est pareil. Un coup, ça faisait 12 minutes, un coup, ça faisait 33 minutes. C'était, tu vois, aucun sens, tu vois. Tu testes, quoi. Tu bah testes, ouais, tu je me te fais teste. kiffer, et puis voilà. Et en fait, ça, c'était à l'époque. Et quand j'arrive à Paris, quelques temps après, après avoir eu mon agent me met en contact avec une productrice qui, et ça, si tu veux regarder ça, ça c'est un dos. Alors là, je te donne mon premier dos internet. On n'a pas parlé des premiers dos, mes premiers dos télé, mes premiers dos internet. Je fais un clip pour les produits laitiers, un clip de rap qui s'appelle Je bois du lait. Et en fait, ce qui est très marrant, c'est que et du coup, je sais pas si perdu j'ai ton fil. Non, mais c'est pas ça que j'ai pas. Je sais pas si j'ai le droit de le dire en fait. Ah, oui. C'est qu'en fait, à la base, ce clip est proposé à un youtubeur connu qui le refuse. Ouais. Et on a le même agent. Ok. Et mon agent m'a dit, mais toi, Nicolas, tu m'as dit que tu faisais du rap et tout. Et oui, Ouais. effectivement, autre dose. Peut-être que plus jeune, j'ai eu un groupe de rap. Peut-être. Peut-être, on ne sait pas. Peut-être. L'histoire nous le dira. Voilà. On va pas balancer les blazes. Mais il y a quelques cassettes sur lesquelles j'aimerais pas qu'on tombe. Et donc du coup, effectivement, et donc du coup, elle me dit, bah vas-y, si tu veux, il y a une OP à faire avec les produits laitiers. Est-ce que tu veux la faire? Moi, évidemment, même si c'est un clip de rap humoristique, c'est un peu un rêve dans une vie, dans ma vie en tout cas, c'est un peu un rêve de faire un clip de rap. D'écrire une chanson de rap et d'être payé, incroyable, tu vois. Magnifique. Et donc du coup, j'ai fait ce clip de rap. Et en fait, la productrice, elle dit, j'ai trop kiffé travailler avec toi. Est-ce que tu vas me proposer un autre truc pour qu'on continue de travailler ensemble, tu vois. Trop cool. Et là, je lui dis, bah écoute, à l'époque, je faisais des vidéos sur Dailymotion qui ne marchaient pas. Mais aujourd'hui, il y a les codes YouTube, machin, je les ai captés. Si tu veux, je te propose un programme, ça s'appelle La Barbe. Et je fais des chroniques de société. Et elle me dit, let's go. Et au début, La Barbe, ça commence du coup sur auféminin.com. Parce que cette productrice travaillait chez auféminin.com. Yes. Et si tu regardes, ma toute première vidéo, c'était sur Ebola, le virus. Ok. Donc rien à voir avec l'écologie, parce qu'à l'époque, j'étais pas encore à fond dedans, tu vois.
comme je pourrais l'être maintenant. Tu vois, aujourd'hui, je ne ferai pas évidemment une vidéo pour les produits laitiers, mais parce que t'imagines, là, on parle de plus de 10 ans de conscientisation, de lecture, de comprendre. Et à l'époque, on n'était pas comme aujourd'hui. Voilà. Et du coup, c'est comme ça que je me mets à faire ces vidéos-là pour auféminin.com. Ouais. Et effectivement, le but, c'était de traiter un sujet de société, d'actualité. Et après, très vite, justement, à cause de mes spectacles qui parlent d'environnement, j'ai dit à quoi cause. T'as dit à cause. Peut-être Oui, à cause parce que t'as mis d'autres sujets de côté. C'est mais ça, bon, ouais. Peu importe, l'auditeur choisira le mot qui lui convient le mieux. Très bien. Et l'auditeur ou l'auditrice. J'allais dire l'auditeurice, mais je me suis abstenu. Ouais, on dit ce qu'on veut, non, en vrai, on dit ce qu'on veut. Enfin, je dis souvent auditrice et auditeur. Voilà. Et du coup... Donc du coup, oui, pardon, je t'ai coupé. Beaucoup t'as fait plus d'écologie. Voilà, je me suis mis à... Avec toutes ces lectures. Voilà, à parler plus d'écologie, plus le temps passé. Mais en fait, ce qui est très marrant, c'est que pareil, aujourd'hui, on fait très vite le rapprochement avec une écologie sociale. Mais parce que pareil, il y a eu plein de prises de parole sur ces sujets-là, des bouquins qui ont été écrits. Mais au début, tu vois, j'avais ce truc d'écolo gaucho, mais on liait pas encore autant l'écologie et le social. Mais j'avais ces valeurs déjà, tu vois. J'avais écrit, par exemple, une vidéo sur les inégalités scolaires, sur les inégalités sociales, sur tout ça, tu vois. C'est des sujets qui me parlaient énormément. D'autant plus pour les avoir vécus, tu vois. Ayant grandi petit en cité, puis adolescent, bourgeois, et ayant vu tous ces mondes-là, puis j'ai connu les classes populaires paysannes, j'ai connu les classes populaires de cité, j'ai connu les milieux bourgeois de ville. Donc c'est des problématiques qui me parlent de ouf, tu vois. Qui me parlaient encore à l'époque déjà, tu vois. Et en même temps, il y a cette écologie, ce problème écologique, et puis très vite aujourd'hui, on voit bien que c'est complètement lié. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis dans le spectacle, que la majeure partie du problème écologique, c'est un problème de lutte des classes. Mais seulement là, je peux l'exprimer très facilement et expliquer mon idée très simplement parce que j'ai 37 ans et que j'ai beaucoup réfléchi à toutes ces problématiques-là. Mais quand je commence, je traite juste des sujets qui m'intéressent sans avoir plus de réflexion que ça, quoi. Il y a un sujet plus qu'un autre qui t'a marqué dans la barbe, dans ceux que tu as traités, parce que tu en as traité beaucoup. Alors... Parce qu'à chaque fois, tu fais des recherches sur le sujet, j'imagine. Tu vas pas comme ça à la one again. Ouais, alors j'avoue avoir été accompagné pendant très longtemps et je les remercie par le magazine La Relève et la Peste qui est de Bordeaux aussi. Yes. C'est eux qui faisaient mes recherches, tu vois. Ouais. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à avoir un petit peu plus de budget de la part de France Télé, oui, parce que ces vidéos-là étaient sur France Télé après. Exactement. Donc c'est d'abord été sur auféminin.com, puis sur ma chaîne YouTube en même temps que France 4, puis sur France Info. Stylé. Et ensuite, il me semble... Ah non, il n'y a jamais eu que sur ma chaîne YouTube. Ou c'était avant. Enfin bref, du coup, voilà. Et du coup, quand j'ai eu du budget par France Info, j'ai pu me permettre d'embaucher des journalistes qui faisaient un gros travail de sourcing, de documentation, pour que je puisse avoir toutes les informations dans un seul PDF plutôt que d'aller toutes les chercher. Et par contre, je faisais mes lectures parce que j'achetais des bouquins en fonction des sujets, tu vois. Mais écoute, le sujet qui m'a le plus marqué, alors ce qui est marrant, c'est que moi, je te dirais non, mais ma meilleure pote, elle me dit tout le temps que c'est la surpêche. Ok. Parce qu'elle me dit, pour elle, il y a vraiment un avant-après dans mon comportement. Genre après, c'est à partir de la surpêche où je suis vraiment devenu un écolo chiant. Chiant. Tu vois, qui emmerdait tout le monde. Tu sais, on a tous cette passage-là. Tu vois. D'ailleurs, comme on se connaît pas, je sais pas quel est ton niveau d'écologie. D'ailleurs, je sais pas. Tu veux que j'y réponde? T'es combien de dan, toi? Quelle ceinture? Je pense noir quand même. Ah, t'es ceinture noire? Ah ouais, d'accord. Quand même. Putain, et c'est seulement maintenant qu'on se oui, non, évidemment. C'est fou, ça. Carrément. Ouais, non, je suis allé en Suède en train il y a 2 semaines, 3 semaines. Donc t'es ceinture noire. Je prends plus l'avion depuis 5 ans. Nickel. Non, je suis pas mal. Okay. Ça, c'est une marque bordelaise, au pied aussi. Enfin bon, voilà. Je suis ceinture noire. Super. Et ben, du coup, en tant que ceinture noire. Je bosse chez Total en fait. Non, mais du coup, si t'es ceinture noire, comme moi, il y a un moment de ta vie où t'as fait chier les gens, non?
Je crois pas que je fasse chier les gens. Oh putain, Peut-être que je me t'as été trompe, Jedi tout de suite en fait. J'ai tout de suite T'as été tout de suite Jedi. été maître J'ai une Jedi. grande T'as pas sagesse eu, en moi, j'ai t'as une pas eu grande sagesse. le moment Padawan Non, où il y franchement, a j'ai pas eu cette ce haine moment. des autres et tu remarques tout ce qui va pas et tu dis t'essaies de faire culpabiliser les gens. Non, parce tout que ça. alors pas trop, parce que je le fais avec le sourire et je pense que ça passe Ah, mieux. Et donc peut-être que toi tu penses que tu ne l'es pas. Oui, peut-être. Non, mais t'as en fait, raison, t'es un t'as gros raison, con. t'as raison. En fait, je suis un gros connard. Non, du tout, parce que je pense pas que j'y aille en mode non, mais tu sais, parce que, enfin, parfois j'entends ou je vois des gens qui le font en mode jeune padawan, non mais qui s'énervent, tu vois, Ouais, qui vont c'est jusqu'à s'énerver. Ouais. Alors déjà, je m'énerve vraiment jamais. Ouais. Et non, tu vois, typiquement, je prends l'exemple de mes parents, mais je leur explique mon choix, je comprends les leurs, et je leur dis qu'on n'évolue pas, on n'a pas évolué dans le même monde non plus, donc je les comprends, mais je les invite à changer. Et donc voilà, et donc j'ai pas ce côté énervé, non. Voilà. Bah tant mieux, bravo. Moi je l'ai eu. Tant mieux aussi, enfin, tu Ouais, vois, je sais pas. Et non, puis c'est à ce moment-là aussi où parce que je crois que j'avais déjà arrêté de manger de la viande, mais alors ce qui est drôle parce que je dis et là j'arrête le poisson alors que dans mon spectacle j'explique que le poisson c'est de la viande qui nage, donc tu vois, je me prends à mon propre jeu, je me fais prendre. Mais Typiquement sur la viande, pardon, mais je raconte la blague parce que je suis allé chez mes parents, enfin j'y vais de temps en temps, ils habitent pas dans la région. J'y suis allé il y a 6 mois et ils m'ont dit on t'a fait de la viande parce qu'on sait que t'en manges pas beaucoup. Je me suis tapé une grosse barre. Je leur ai dit alors on va juste remettre 2-3 trucs. Genre. Voilà, je ferme ma parenthèse, mais là c'était assez rigolo de leur part. j'avoue. Et donc du coup je pense que c'est sur la surpêche qui m'a choqué. Mais c'est vrai que parce qu'il y a un chiffre, et d'ailleurs que je continue de dire dans mon spectacle, c'est avec la surpêche qu'on fait, au rythme auquel on va, nos océans seront considérés comme vides en 2048. C'est vrai que quand tu le dis, c'est... Ça fait mal au cul, ouais. Vide. Ouais. 2048. C'est C'est là. C'est dans 25 ans. C'est là, quoi. Ouais. Vide. Ouais. Alors que, pour refaire le stock amniotique, là je place des mots du Scrabble, hein, il suffirait d'arrêter de pêcher pendant 7 ans. C'est quand même fou. On pourrait se dire, là, et on parle pas de la pêche des pays qui sont en voie de développement, qui sont en galère. On parle des gros chalutiers qui déglinguent les fonds, donc qui nous nourrissent, nous, en croustibat. Il suffirait, et en sushi, parce que là, vraiment, les gars, arrêtez cette merde. Vous mangez les poissons les plus pollués de la planète, et en plus, c'est les prédateurs qui sont en train de nettoyer nos océans. Enfin bref. Ouais. Tu vois, là, je me remets en écolo chiant, tu vois. Pardon pour les gens qui nous écoutent et qui se sont sentis agressés. Je ne voulais pas. Mais malgré tout, arrêtez d'acheter Bande des de connards. On arrête les sushis. On arrête les sushis. Pardon. Je le pensais pas. Vraiment, je le pensais pas en plus. Et puis tu m'as perdu dans ce que tu étais en train de dire. Mais j'espère que tu non, mais je me rappelle très bien. C'est que du coup, à cause de nos luxes, nos goûts de bourgeois occidentaux, on vide les océans et que suffirait d'arrêter de manger pendant 7 ans, quoi. Tu te dis, soit on continue et nos océans ils sont vides en 2048. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà, c'est un choix. Soit on se dit, allez, les gars, on peut se passer de passion pendant 7 ans. Moi, a priori, ça fait quasiment 10 ans que je le fais. Donc on peut, tu vois. Je suis en bonne santé, tout va bien. Il a l'air normal. Tu vois, c'est cool, quoi. Tu vois. Et là, le stock serait refait. Les océans seraient à nouveau pleins. C'est fou. Mais non, nous on se dit non, mais sushi c'est trop bon. C'est trop bon, c'est pratique. Pardon, si je me barre en couille, moi aussi, ça va pas le faire. Tu vois, ça c'est le problème. Tu mets deux écolos ceinture noire, ça devient deux gros connards. Alors que dans le reste du temps, on est non, mais on vous juge pas, les amis. Il n'y a aucun problème, c'est pas grave. Chacun a son rythme. Mais on n'a plus de temps. Mais accélère juste un petit peu le tien, genre vraiment un tout petit peu. Je vais accélérer un petit peu. J'espère vraiment que les gens n'écoutent pas ce podcast avec des écouteurs parce que, à mon avis, j'ai cassé 2-3 tympans. Depuis le début de ce podcast, j'ai cassé 2-3 tympans. C'est pas bien grave. On vous enverra les coordonnées d'un bon ORL. En 2019, tu déménages par ici ? C'est en 2019 ? Il y a 4 ans, dans les Landes, non ? Il y a que 4 ans ? Ouais. Bah tu sais, il y a eu Covid entre temps, ça a fucked up un peu le timing, mais J'ai l'impression que ça fait plus longtemps que ça. Ah ouais ? Écoute, peut-être que ça fait plus, hein. Alors, c'est toi qui as la vérité, hein, c'est pas moi. Hein. Ah putain, fais chier, on a coupé les téléphones. Ah, non, mais si tu veux faire un fast-checking, vas-y. Mais en tout cas, on s'en fout un peu de la date, mais il y a quelques années. Non, mais tu veux que ce soit précis. Non, parce que moi, je dis tout le temps que ça fait 6 ans.
Ouais, ouais. Donc là, tu me dis 4, c'est quand même 2 de moins, tu vois. Ok, très bien. Je sens que ça doit faire 5. T'as eu la The Cell, la web série. Ouais. C'était en 2017. Ouais. À ce moment-là, t'étais où? Attends, parce que ça, c'est la sortie ou c'est le tournage? Oh là, il vient chipoter. Eh putain. ouais, mon gars, mais c'est pas Ok. la même chose. Ouais, non, t'as complètement raison. Alors, moi, je sais quand j'ai emménagé là, Ouais. j'ai mon tout dernier épisode de La Barbe. Est-ce que tu as la date de mon tout dernier épisode de La Barbe? Ah J'ai non, déménagé 6 mois avant. Je vais le choper. Ok. T'as déménagé 6 mois avant. Bon, d'accord. Je vais choper le dernier épisode. Et en attendant, tu vas nous dire pourquoi t'as déménagé ici. Alors, Et surtout, au moment où tu déménages, plus ou moins à peu près à ce moment-là, t'apprends un nouveau métier. ouais. Alors, par où je commence? Pourquoi j'ai déménagé ici? Ouais. Parce qu'en fait, c'est tout à fait en lien avec mon nouveau métier. Complètement. En fait, à force de parler d'écologie et d'environnement à la téloche et sur Internet. Ouais. Oui, parce qu'on peut le dire quand même, à ce moment-là, t'as une notoriété qui est là, quoi. En tout cas, dans le monde écolo, ouais. Dans le monde écolo, t'es... Et puis après, je passe à la télé tous les Voilà, jours. tu Je suis sur passes à la France Télé, je suis sur France Info tous les jours. Exactement. Et après, je suis sur TF1 les week-ends. Ouais. Donc oui, je commence à Ouais. être visible. Et je t'ai pas encore demandé, mais ça te fait quoi justement à ce moment d'être visible? Comment toi tu le vis? Est-ce que tu... Alors, Je sais j'ai pas, une t'as peut-être chance fait un de gros boulard à ouf. ce moment-là, j'ai pas fait attention. Enfin, Bah ça, il y a que mes potes de l'époque qui pourraient me le dire. mais ce qui est sûr, c'est que moi, je l'ai très bien vécu parce que j'avais la chance d'être connu à cause de sketchs qui avaient du fond. Et donc, du coup, j'étais suivi par des gens qui partageaient les mêmes valeurs que moi. Ok. Et à l'inverse, pareil, je donnerai pas les blazes. Mais une fois, j'avais un pote youtubeur très connu. Quoi, 4? Dernier épisode de La Barbe, c'était il y a 4 ans. C'était quand? Quelle date? Bon alors, ton épisode, c'était l'effondrement, n'est-ce pas? Ouais. La date exacte. Il y a juste écrit il y a 4 ans sur YouTube. Est-ce que je peux Eh oui, trouver mais la date par contre, il y a exacte? 4 ans, mais ça peut être comme ils disent qu'ils comptent pas les mois, des fois, ils... Ah oui, bon alors, mais en tout cas, c'est Mais le je pense que 3 c'est- janvier 2019. 3 Il y a janvier 4 ans et demi. 2019, 6 mois avant, 6 on est mois en avant. 2018. Ok. Oui. D'accord, oui, donc Allez, 5 5 ans. ans. Bah, c'est ce que j'ai dit, ça doit faire 5 ans. T'as J'ai dit dit 6 6 ans. et toi t'as dit 4 Ok, et j'ai dit donc, ça doit faire voilà. 5. Ok, bon, c'est bon, là. Ça a été enregistré, c'est dans le Ok. micro. Balle au centre. On se serre la main, bravo. Et, Donc oui, cette notoriété, qu'est-ce que ça... non, voilà, j'avais de la chance en fait d'être reconnu dans la rue par des gens qui partageaient les mêmes valeurs que moi, donc je me suis toujours senti très proche des gens qui suivaient mon travail, tu vois. Hmm. Et d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui me suivaient, qui sont devenus des copains. Ok, énorme. Alors qu'à la base, juste ils regardaient mes vidéos, mais à force qu'on se parle, Hmm. on s'est rencontrés dans la vraie vie, on est devenus potes. Hmm. Ou même des gens qui m'ont écrit sur les réseaux, qui m'ont dit ouais, je traîne dans ton coin, est-ce qu'on peut se rencontrer? Vas-y, let's go. Et puis comme on a plein de De points communs, de au final, points communs, des- et ben, en des fait, valeurs communes, ouais. je suis devenu pote avec pas mal de gens qui me suivaient, tu vois. Ok. Et Donc plutôt cool, quoi, plutôt positif. bah, plutôt très positif. Et justement, j'allais donner cet exemple d'un pote à moi qui était youtubeur très connu à l'époque Ouais. et avec qui j'allais faire du sport. Et c'était horrible parce que genre il y avait les gamins qui le filmaient en train de faire ses pompes, mais sans demander aucune autorisation, Ouais. en disant son nom. Eh machin, t'as vu, il y en a un qui fait ses pompes et tout, il filmait sa tête au ras du sol et tout. Ah Et moi, ouais. c'était moi qui disais aux gosses, mais vous faites quoi là en fait? Ah, d'accord, ouais. Vous prenez pour qui? Vous avez cru que c'était un animal, Ouais, de ouf. le gonze? Tu vois? Évidemment, lui, comme il se fait filmer et que c'est une resta, il peut pas les envoyer chier ces gamins. Ouais, ouais, ouais. Tu Ouais, vois donc toi, t'y vas, quoi. Bah ouais. 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 Et du coup, bah voilà, ça c'est la chance que j'ai eue, c'est que le moment où je suis connu à cause des valeurs que je partage avec les gens qui me suivent. Donc Ouais. je l'ai très bien vécu parce que les gens étaient et sont toujours adorables avec moi. Ok, trop cool. Tu déménages dans les Landes? Alors je déménage dans les Landes Il y a 5 effectivement ans. parce que il y a 5 ans, merci. Pour changer de métier, en partie. Ouais, alors à la base, je apprendre. pense pas faire changer de métier en fait à la base. C'est juste que en m'intéressant à l'écologie depuis de nombreuses années maintenant, je me rends compte que la base du problème écologique, en plus que ce soit un problème de lutte des classes, c'est l'agriculture. Ouais. L'agriculture est la base de tout. Si on nourrit bien les gens, il y a moins de problèmes de santé. Si on nourrit bien les gens, si on nourrit mieux les gens, il y a moins de problèmes d'inégalité sociale, puisqu'on mange tous, admettons, si demain on mange tous bio, ben, t'auras beau avoir de la thune ou pas, ben, tout le monde mange bio, tu vois. Ouais. Si on mange correctement, on pollue moins les sols, donc il y a moins de problèmes de dépollution d'eau, donc pareil, des économies aussi pour l'État.
pour les communautés. Si on fait ça, il y a moins de problèmes d'acidification des océans, donc il y a moins de réchauffement climatique, il y a moins de maltraitance animale, il y a moins également de méthane. Donc en fait, l'agriculture pour moi est la base de l'écologie. Et je me dis, en plus de ça, j'ai une période un peu collapso où j'ai flippé en me disant si demain ça pète fort, j'ai envie de pouvoir me nourrir. Et à Paris, on a 3 jours de stock. Voilà. Au bout de 3 jours, s'il y a un vrai problème, c'est l'apocalypse. Vraiment, dans les grandes villes, c'est l'apocalypse en 3 jours. Ouais. Alors que si tu es chez toi et que tu travailles ton autonomie, tu as un peu plus de stock. Mais ça, c'est ce que je dis, c'était mon côté un peu collapso du début. En fait, tu dis oui, très bien, mais après, avec du recul, tu dis oui, mais bon, si juste tu fais ton petit potager, clairement, tes voisins, ils vont venir, tu vois. Dans la nuit, il se peut que tu les vois traverser ton jardin, quoi. Et en fait, d'où après la réflexion parce qu'au début, je voulais monter un écolieu avec des amis. Ouais. Ça ne s'est pas fait. Ok. Pour des raisons humaines, car ça, c'est un autre conseil que je peux donner et qu'on m'avait donné et que je n'ai pas écouté. Un monsieur qui s'appelle Francis Gendron, qui est un grand monsieur de l'habitat écologique, qui habite à Montréal, qui était un des disciples de Michael Reynolds, le mec qui a inventé les airships au Nouveau-Mexique. Et lui a vu des centaines d'éco-villages dans sa vie, et il m'a donné ce conseil-là. Il m'a dit, Nico, si tu veux monter un éco-village, il ne faut pas être plus de 4 grands max au début. Sinon, ça ne marche pas. En fait, il faut être 3-4. Ouais. Ça fonctionne à 3-4. Vous créez une charte et les gens peuvent se greffer derrière. Et nous, on était 7. Bon, bah, Et il a eu raison. Hein. Il a eu raison, ça n'a pas marché. Ouais. Le facteur humain a fait que ça n'a pas fonctionné. Et une fois de plus, tant mieux, parce que ça m'a permis de me nourrir de cette réflexion qui est, en cas de gros problème, faire un écolieu, c'est pas la solution. En fait, moi, ce que je veux, c'est travailler la résilience alimentaire de mon territoire. Je veux être paysan. Je veux pouvoir réellement nourrir les gens. Pas me nourrir moi, me nourrir les gens. Parce qu'en cas de gros problème, si les gens doivent s'entretuer, ils le feront que pour de la nourriture. Ils le feront pas pour une PlayStation, tu vois. Ils le feront quand ils auront plus à bouffer, par contre. Et si toi, tu as de la nourriture que pour toi, eh ben, tu seras un des premiers sur la liste. Par contre, si tu travailles la résilience alimentaire de ton territoire, si tu apprends aux gens à se nourrir, si tu fais tout ce travail-là, bah, ça permet qu'il y ait moins de tension au niveau de ton territoire, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, effectivement, je faisais de la permaculture. Donc, du coup, déjà sur mon toit, parce que j'étais en coloc, une grande coloc en banlieue parisienne, dans une maison, et je cultivais déjà en permaculture. Énorme. Sur le toit du garage. Ok. Et après, quand j'ai déménagé là, donc en 2018, la toute première chose que j'ai fait, avant même de déballer mes cartons, j'ai fait un potager. Okay. La première semaine, hein. Yes. La première semaine où je me suis installé ici, j'ai fait un potager. Okay. Tout de suite. Okay. Et après, j'ai fait de la permaculture pendant quelques années. Et en faisant de la permaculture, après, j'ai commencé à m'intéresser vraiment au maraîchage, donc professionnel, quoi. Et ainsi qu'au concept de jardin-forêt. Ouais. Ou forêt comestible, ou jardin nourricier. Il y a plusieurs façons de l'appeler. Ouais. Et puis, parallèlement à ça, je rencontre un couple d'amis, qui à la base qui n'étaient pas des amis, mais un jeune couple qui s'appelle Anthony et Zoé, qui sont en train de monter une ferme dans une commune pas très loin de la mienne, à Saint-André-de-Seigneur, exactement, dans les Landes. Et en fait, je tombe amoureux d'eux et de leur projet, tu vois, parce qu'ils sont en train de réaliser vraiment ce que j'aurais aimé faire. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, que la ferme existe, et moi, mon parcours a également évolué, on va pas du tout faire la même chose. Mais il y avait ce défi de faire de la polyculture, de faire un maximum de résilience, d'autonomie, le minimum de pétrole, tu vois. Et quand je rencontre ces gens-là, je me dis que je veux faire une web-série sur eux. Et puis France Télé me dit c'est cool, mais en fait, du coup, vu que c'est cool, on va plutôt en faire un film. Et du coup, c'est là que je me mets avec du coup Sophie Labruyère, ma co-réalisatrice, à écrire un film sur l'installation de ce jeune couple. Et en même temps, double enjeu dans ce film, comme moi, ça faisait un petit moment que je me disais que j'aimerais bien passer un diplôme agricole. Justement pour pouvoir monter ma ferme et me sentir plus légitime, parce que dans le monde agricole, ça, c'est une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que la permaculture, ça fait doucement rire les gens. Ça fait rêver les Parisiens, mais dans le monde agricole,
tout le monde se fout de la gueule de la permaculture. Ouais. Tu vois. Et du coup, j'avais besoin de me sentir légitime parce que ma petite permaculture, c'est pour les rigolos. Mhm. Genre, c'est pas... Une fois de plus, hein, les amis, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Si vous faites de la permaculture chez vous pour votre autonomie, c'est magnifique, c'est la meilleure façon de faire. Mais pour nourrir les gens, c'est autre chose. Et, Donc en même temps que tu fais le film, en même et donc du coup, en même temps que je fais le film, je m'inscris s'appelle au donc lycée Nouvelle agricole, Graine. qui s'appelle Nouvelle Graine, qui est disponible en streaming sur la plateforme de France Télé. Ouais. Et bien voilà, je retourne sur les bancs de l'école, je m'inscris au lycée agricole, je passe mon diplôme de responsable d'exploitation. Et du coup, me voilà dans une nouvelle aventure là, qui est effectivement de monter une ferme avec un ami Ouais. dans les Landes. Et donc, la question d'après, c'est où est-ce qu'on en est de ce projet? Je t'en prie, fais même les questions. Je vais te laisser. Non, je Non, sais bah pas, parce oui, que j'allais si, enchaîner. Donc, mais enchaîne, c'est très bien, ouais. si, carrément. Où est-ce que vous en êtes justement? Parce que donc, vous avez un projet, vous avez un terrain. Vous avez on trouvé a un acheté le terrain le vous avez 13 acheté- février Très bien. cette année. De cette année, Voilà. 2023. Exactement. Et donc là, ouais, vous en êtes où? On en est où? Eh ben, on a fait tous les dossiers. Le problème, c'est que on voulait passer en bio et que on a fait une demande de conversion parce que normalement, la conversion en bio, c'est 3 ans. Mais si tu prouves que ton terrain n'a pas été cultivé pendant plus de 3 ans, tu peux devenir bio en Direct. automatique. Ok. Ce qui est notre cas parce que notre terre n'a pas été cultivée depuis 8 ans. Donc parfait. Mais avant de pouvoir cultiver, parce que le problème de comment on sait que ton terrain est bio ou pas, il faut que tu aies un certificateur qui vienne, qui regarde et qui dise ok, c'est bio. Puisque tu l'as pas cultivé, donc tu n'as aucune preuve. Il faut juste qu'il voit la végétation et qu'il dise ouais, c'est bien bio, c'est bon, ça c'est bio. Tu vois. Il a même pas sorti un mètre pour dire 1,50 m d'herbe. Ouais, c'est bien. ça c'est au moins 3 ans ça. Tu vois. Que dalle. Que dalle. Mais le problème, donc du coup, si tu commences à retourner ne serait-ce qu'une petite parcelle, il dit ah bah là, ça a été cultivé. Oui, oui. C'est pas bio. Oui, oui. J'ai mis mon Ouais, doigt dans la terre, c'est sûr, c'était bio. pas bio. Et du coup, le gars est venu il y a pas si longtemps que ça, et du coup, Ouais. on n'a pas encore pu mettre la structure. Et là, comme je te l'expliquais pendant notre petite marche en forêt avant de se poser, en fait, là, il faut qu'on défriche entièrement nos parcelles. Et en ce moment, il y a des oiseaux, voilà, apparemment, qui ont besoin de petite bouffer. bestiole. Saloperie de piaf. Et donc, du coup, par respect pour cette faune-là, on attend le mois d'août que les derniers petits aient fini de nidifier et qu'ils se soient envolés vers d'autres contrées avant de ratiboiser. Ouais. Et voilà, donc du coup, ratiboisage prévu fin août. Mhm. Ensuite, on va monter les serres, clôturer la parcelle, monter le hangar, mettre en place les premières zones de culture et planter les premiers arbres de la forêt comestible. Exactement. Et cette forêt comestible, elle se crée pas toute seule. Vous avez lancé un crowdfunding. Exact, qui est actuellement sur KissKissBankBank. Ouais, parce que du coup, pour qu'on se rende compte des investissements qui ont été faits, on a acheté le terrain ensemble avec Tristan, avec nos fonds propres. Enfin, Tristan avec ses fonds propres, moi avec un crédit. Ensuite, Tristan, lui, il était militaire avant, donc il a mis de l'argent de côté parce qu'il savait qu'il allait se reconvertir un jour, et donc il a mis de l'argent de côté. Donc tout son outil de production à lui, il a déjà l'argent pour le faire. Et moi, si tu veux, donc j'ai fait un crédit pour acheter la parcelle. J'achète tout ce qui est parce que on ne sait pas ce que je fais sur cette ferme. Faudrait peut-être expliquer. Ouais, on a dit qu'il y a la forêt comestible, mais du coup il y a du maraîchage bio-intensif en maraîchage sol vivant et en agroforesterie. Il y a de la poule pondeuse en poulailler mobile tournant. Moi, je suis producteur de plants maraîchers bio, variété ancienne, semences reproductibles, pour les particuliers et pour certains maraîchers professionnels. Et à côté de ça, donc il y a cette fameuse forêt-jardin. Et donc du coup, pour tous les autres outils de production à part le jardin-forêt, on a tout financé avec. On s'est démerdé entre nous. Avec vous, quoi. Ouais. Voilà. Par contre, pour la partie jardin-forêt, là, j'ai besoin d'oseille. Parce que le projet, qu'on se rende compte, un arbre, ça coûte entre... Est-ce qu'il faudrait peut-être expliquer ce que c'est qu'un jardin-forêt avant? Tu peux expliquer, vas-y. Je pense que ce serait pas mal, parce que non, mais tout le complètement. monde ne connaît pas De toute encore façon, forcément le concept. Ouais, vas-y. En gros, quand vous baladez en forêt, comme ici, regarde, là c'est génial parce qu'on va faire l'expérience. Alors c'est une expérience auditive pour les gens, mais alors, le problème c'est qu'on est dans les Landes, donc la forêt n'est pas très diversifiée. Ouais, et encore, c'est Mais- pas que du pain autour de nous. mais voilà. Donc, Quand on se balade en forêt, finalement, en moyenne en France, il y a 50 espèces végétales différentes en moyenne, entre tous les différents arbres,
les arbustes, les buissonnantes, les grimpantes et les couvre-sols. Et si rien que là, on regarde autour de nous, on en voit facile 10-15, tu vois, de variétés différentes en fait. Ouais. Et bien, le principe du jardin-forêt, c'est d'imiter ce que fait la nature, c'est-à-dire mélanger toutes ces espèces, mais en plantant que des choses comestibles. Donc, par exemple, on va planter un pommier franc, qui va être un pommier qui va devenir très grand. Au pied de ce pommier, on va planter une vigne et un kiwi, qui sont des lianes qui vont entourer l'arbre. Encore en dessous, on va planter des buissonnantes, comme par exemple des groseilliers, des mûriers, des framboisiers. Et encore en dessous, on va mettre un couvre-sol, comme par exemple de la menthe. Et en fait, sur 1 mètre carré, on aura 6 espèces végétales différentes. Et après, on va multiplier ce modèle, évidemment, avec d'autres espèces, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc du pêcher, du nectarinier, du cerisier, du plaque minier, de l'amandier. Voilà. Puis après, là, je citais les grands arbres, mais après, il faut imaginer la même chose pour les buissonnants, les couvre-sols. Complètement. Et en fait, à terme, ça va ressembler à une forêt, mais on pourra tout manger dedans. Et en fait, cette façon de produire a beaucoup d'intérêt. Déjà, c'est ce qu'il y a de plus productif au mètre carré. Parce que là, on le voit bien, normalement, dans un verger traditionnel, on plante un arbre au 25 mètres carrés. Ouais. Là, sur 1 mètre carré, on a 6 trucs à bouffer différents. Alors, pourquoi on fait pas ça déjà ? Pourquoi on fait pas ça ? Parce que si tu me dis que c'est le plus productif, moi, je suis quelqu'un qui a envie de gagner de l'argent, je suis un industriel. Imaginons, j'y vais. Et bien, alors, il y a plusieurs raisons, mais là, du coup, il faudrait faire l'histoire de l'agriculture. Donc, ça va être très long. Mais la raison la plus simple que je peux donner tout de suite, c'est que c'est pas pratique à récolter. Okay. Et que justement, l'industriel, il aime récolter vite. Et ça, c'est je pense que c'est le truc. Le fait d'avoir besoin de main-d'œuvre, et donc ça coûte cher au final. Exactement. Mais comme moi, mon concept, c'est que les gens puissent venir récolter avec moi dans le jardin-forêt, il y a plus de problème de main-d'œuvre. Ouais. Mais après, il y a des gens comme à la ferme du Bec et Loin, ils ont planté des jardins-forêts. Aussi, pourquoi ça ne se fait pas ? Parce que ça s'est démocratisé en Europe il y a très peu de temps. Ouais, c'est très jeune. Okay. Mais l'INRA, qui est l'Institut de chercheurs en agronomie française, a démontré, grâce au Bec et Loin, que c'était la manière la plus productive de produire de la nourriture, tu vois. Okay. Mais ça, tu vois, c'est des rapports technico-économiques de l'INRA, ils ont 5 ans, tu vois. Ouais, oui, donc c'est très très jeune aussi. Okay. Donc c'est peut-être la meilleure raison à donner, c'est ça, c'est que les études et les recherches sont très jeunes sur ce sujet-là. Okay. Et voilà, et cette manière a plein de bonnes raisons d'exister, aussi parce qu'elle stocke énormément de carbone, parce que faire pousser autant de végétaux au même endroit, ça stocke du carbone. Ça permet aussi de limiter l'érosion des sols, puisque toutes ces racines stables, contrairement aux cultures qu'on change chaque année, elles ne bougent pas, elles mettent le sol. Ça permet aussi une meilleure infiltration de l'eau. Et en plus, on le sait que plus il y a d'arbres, plus il y a de précipitations. Donc dans un monde qui s'assèche de plus en plus, remettre des arbres dans nos sociétés, c'est crucial en fait. Vital, crucial, ouais. Et donc du coup, voilà, ça c'est le jardin-forêt. Et donc, du coup, maintenant qu'on a expliqué ce que c'était, un arbre, ça coûte, en fonction des variétés et de l'âge de l'arbre, ça coûte entre 20 et 150 euros. Okay. Et je veux en planter 3000. Bon. Donc, et là, je parle juste des grands arbres. Parce qu'après, comme on l'a compris, il faut planter les buissonnantes, il faut planter les couvre-sols, planter les arbustes. Et donc, du coup, c'est un projet qui coûte 120 000 euros. Ouais. Quand même. Ouais. Donc là, j'ai lancé le crowdfunding. A priori, au moment où on enregistre, on est à 35 000 euros. Yes. Et a priori, au moment où les gens l'écoutent, dans les 24 heures qui suivent, on est déjà à 120 000 parce que là, les gens sont convaincus. Je pense que. Mais tout à fait. Voilà. Ils sont déjà avec leur carte bleue sur KissKiss. Depuis que tu as dit le terme KissKissBankBank, ils ont arrêté d'écouter le podcast. Là, ils ne nous entendent plus parler. Ils nous entendent plus. Il n'y a que les radins qui restent. Pas du tout. Putain, je me mets à dos mes auditeurs. Rien ne va plus. Ok, donc très cool, on a compris l'importance. Et ce que je trouve cool aussi dans le projet, j'ajoute quand même, c'est que tu as ce côté faire venir les gens, donc tu as ce côté éducatif. Alors voilà, ce sera aussi une ferme effectivement à viser. Il y aura de la pédagogie, c'est-à-dire, d'ailleurs, dans les contreparties à gagner, non, c'est pas des contreparties à gagner parce que à vous offrir. Il y a des stages en permaculture, il y a des visites de la ferme, tout ça. Et effectivement, moi j'ai envie de travailler beaucoup avec les scolaires parce que comme j'ai dit, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de travailler la résilience alimentaire de mon territoire. D'où le fait que je sois producteur de plants pour que les gens puissent travailler leur alimentation chez eux, mais qu'on produise aussi de la nourriture sur le site. Travailler avec les écoles pour que justement les gamins, je ne comprends pas qu'on apprenne aux gamins à lire, à compter, à écrire, mais qu'on leur apprenne pas à faire pousser une graine, tu vois. Ou alors on va dire oui, on a tous fait le truc du pépin.
Oui, mais on s'en fout, tu vois. Moi, je te parle d'une saison maraîchère complète, tu vois. Ouais. C'est-à-dire commencer par récolter tes tomates Ouais. à la rentrée scolaire, Ouais. faire sécher ta graine, la faire germer en février, la planter en avril-mai et et manger tes tomates en fin juin, juillet, tu vois. Et faire ça sur une année, quoi. Voilà, sur une année. Ouais. Et puis en plus, à terme, effectivement, l'avantage de Jardin Forêt aussi, c'est de créer une collection fruitière, puisque l'agro-industrie a fait qu'aujourd'hui, on mange que très peu de variétés de fruits et légumes. Et le but avec ce Jardin Forêt, c'est de recréer une collection fruitière et du coup, à terme, de devenir pépiniériste et du coup, de pouvoir reproduire et de replanter tous ces arbres et tous ces fruits oubliés et de les faire revivre dans les jardins des gens, quoi. Ouais, complètement, trop bien. Et j'ai aussi envie de te parler de quelque chose que j'ai vu récemment chez les Nouvelles Fermes, que je salue, évidemment. J'avais reçu Thomas Boisserie d'ailleurs sur ce même podcast, j'ai plus le numéro de l'épisode, mais c'est pas bien grave. T'as fait un farm tour pendant 1 mois, si je dis pas de bêtises. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler ? Écoute, c'était... D'où te vient l'idée déjà ? Et expliquer ce qu'est un farm tour, évidemment. Alors, on peut d'où me vient l'idée du supputer comme farm ça tour ? du nom, Eh bien, hein, écoute, en 2020, juste avant le confinement, je fais du surf au Maroc. Ouais. Et je rencontre un petit Français à l'eau qui s'appelle... pas à l'eau. Personne ne m'a appelé. Non, On a c'est compris. dans l'eau. Qui s'appelle Pierre. Et du coup, on tchatche. Et je lui demande, tu fais quoi dans la vie ? Et il me dit, je transporte des gens en bus. Et je dis, ok, cool. Tu montes ton bus. Et effectivement, ce gars, donc, il a un bus qui s'appelle The Commodore Hostel, si vous voulez regarder sur les réseaux sociaux. Et en fait, il fait des surf trips avec son bus. Ok. C'est-à-dire, il fait venir des gens et il les déplace de spot de surf en spot de surf partout en Europe et en Afrique du Nord, tu vois. Ouais. Et du coup, je trouve ça génial. Puis du coup, on devient potes. Et ce gars-là vient chez moi dans les Landes l'été dernier. Et l'été dernier, il a fait un truc qui s'appelle le Brace Comedy Tour avec Alexis Le Rossignol. Je sais pas si tu vois qui c'est un humoriste qui est sur France Inter aussi. Ok. Et du coup, ils ont fait un comedy club itinérant avec le bus qu'en Bretagne. Ok. Et donc, quand il vient me voir, c'était à la fin de l'été, tu vois, et il avait fait ça, il m'en parle et tout. Il me dit, mais tu voudrais pas qu'on fasse une tournée ensemble ? Et je dis, mec, non seulement je veux qu'on fasse une tournée ensemble, mais on va pas la faire en Bretagne. On va faire le tour de France et on va faire le tour des fermes de France. Et lui, comme il est aussi timbré que moi, il me dit, ok. Ok, mais on va le faire en 1 mois. Exactement. Toujours Toujours à chaque Mais tu sais que c'était ça, parce qu'il me dit, tu sais ce qu'il me dit ? Je dis, ok, et genre pendant le Brest Comedy Tour, vous prenez combien de jours de repos par semaine ? Il me dit 2. Je dis, ok, on va en prendre qu'un. Et je lui dis, et en plus, je vais faire 2 vidéos par jour sur Instagram, et tous les jours, je vais faire un film documentaire sur la ferme sur laquelle on se trouve. Ce qu'on a vraiment fait. Mais oui. Et donc du coup, je fais une vidéo sur YouTube en annonçant voilà. Donc ça c'était au printemps là dernier, ou sortie d'hiver je pense. Ouais. Je dis voilà, je veux faire un truc qui s'appelle le Farm Tour. J'ai créé une adresse mail qui s'appelle ton spectacle chez moi. Si vous voulez que je vienne jouer mon spectacle dans votre ferme, vous m'écrivez et je viendrai. Et j'ai reçu des centaines de demandes de gens qui voulaient que je vienne jouer chez eux. Et là, il y a eu un gros travail pour sélectionner les fermes dans lesquelles on allait pouvoir passer, tu vois. T'as fait comment d'ailleurs ? Alors, j'avais fait un énorme tableur Excel et je posais les mêmes questions à tout le monde. Et ça m'a pris 1 semaine de... Alors, j'ai déjà fait un gros tri dans les mails parce qu'il y a des gens, tu sentais que c'était bancal, malheureusement. Genre, ils ont 2 poules dans le jardin. C'est ça. Non, mais c'est ça. Et c'est pas l'idée du Farm Tour, c'est vraiment aussi de faire découvrir... Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs idées derrière ce Farm Tour. Là, pour le coup, c'est de la permaculture. C'est-à-dire que chaque chose a plusieurs intérêts, chaque acte. Là, en l'occurrence, le Farm Tour, il a plein d'intérêts. C'est-à-dire, l'intérêt, c'est... Alors, on fait une tournée. Ok, génial. On fait le tour de France. Au lieu d'aller dans les villes, on va dans la campagne. Super intérêt. Du coup, ça amène des spectacles dans des endroits où il n'y en a pas. Ouais. Ça me permet aussi, puisque c'est spectacle entrée libre, de me faire découvrir à des gens qui ne seraient jamais venus me voir s'il fallait payer 27 €. Ils ne seraient pas venus, ces gens-là. Ouais. Et encore moins parce que normalement, il faut prendre la bagnole pour aller en ville pour voir ces spectacles-là. Donc ça permet aussi de faire découvrir ce spectacle à des gens qui ne connaissent pas. Ensuite, ça permet aussi aux fermes de se faire connaître. Parce que j'ai ramené des gens dans des fermes où ces gens n'étaient jamais allés. Donc il y a des fermes qui étaient là, mais d'où viennent tous ces gens, tu vois ?
Et ça, c'est super intéressant. Ouais. Moi, ça me permet aussi de faire découvrir ce monde aux gens qui me suivent. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, on est complètement déconnecté du monde agricole. Une fois de plus, à cause des médias qui nous ont complètement séparés, qui nous ont fait croire d'un côté... et encore, bon, bref, à cause des médias qui nous ont complètement séparés, et aussi du fait que l'homme moderne est de plus en plus dans les villes et de moins en moins en campagne. Donc on est de moins en moins en lien avec ça, avec la ruralité. Et je dis pas qu'il n'y a pas d'hommes modernes à la campagne. Attention, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et de femmes modernes non plus. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. D'humains, on va rester sur le terme humain. Donc il y a plein Euh, d'avantages à aller faire ce. Voilà. aller faire ce L'autre avantage aussi, c'est que ça permettait, on cuisinait les produits de la ferme. Donc, tous les jours, on faisait à manger au public les produits de la ferme. Tu vois. Et ensuite, moi, ça m'a permis, vu que je suis en train de devenir agriculteur, de découvrir toutes les fermes, les agricultrices, les agriculteurs de France, tu vois. Toutes les manières de faire, parce qu'au final, il y a autant de manières de produire qui existent d'agricultrices et d'agriculteurs, tu vois. Et ça, c'est super intéressant parce que ça me permet d'avoir un bagage technique que la majorité des gens que j'ai croisés n'ont pas. Quand je demandais aux gens combien de fermes vous avez vu avant de se lancer, la plupart me disaient pas. J'ai fait 2 stages, quoi. Et, voilà. Et alors que moi, là, je connais déjà 50 fermes, tu vois, peut-être. Et c'est fou, en fait. C'est énorme, ouais. Et là, l'autre intérêt aussi, c'est que du coup, j'ai fait un film sur chaque ferme, chaque jour. Et que là, à partir de septembre, chaque semaine, je vais sortir un film documentaire sur la ferme sur laquelle j'ai joué mon spectacle. Tu vois. C'est énorme. Et du coup, ça va me permettre de diffuser toute cette connaissance à tous les gens qui me suivent et à tous les gens qui ne me suivent pas encore, mais qui, je pense, vont être très contents de trouver toute cette documentation parce que chaque vidéo est remplie de petites pépites à connaître. Quoi, tu vois. J'imagine. Ouais. On en parlait tout à l'heure justement en marchant. Tu me demandais en gros ce que je faisais. Et je disais qu'avec le pompon, c'est pas ça qui me faisait gagner de l'argent, c'est ce que je faisais autour. Au final, toi, c'est la même chose. T'es parti d'un kiff, faire des vidéos, et t'as gagné ta vie avec ça. Tu retiens quoi on a dit, ouais, t'as commencé à 15 ans, plus ou moins tout ça. Hein, j'exagère, mais je grossis. Hein. Et puis tu le disais tout à l'heure, tu vois ton parcours avec les années. C'est quoi ta vision de ce que t'as fait? Waouh. Alors ça, je m'y attendais pas, celle-là. Je savais comment j'allais commencer ma question, je sais pas comment j'allais terminer, donc je suis très content de Mais vraiment ça, ma vision de ce que j'ai fait. Tu sais quoi, si tu regardes un peu derrière, là, tu te dis quoi? C'est bizarre parce que du coup, je vais me jeter des fleurs, quoi. Go for it. Hein. Mais je vais te dire que je suis un mec qui lâche pas. Tu sais, quand j'ai une idée, je m'y accroche. J'aurais pu me décourager 1000 fois. Et je l'ai jamais fait. Ouais. J'ai toujours allé au bout du truc, tu vois. Alors oui, dans ma vie, j'ai eu besoin de déclic. J'ai eu besoin d'un fais-le. J'ai eu besoin de... Casse-toi. Casse-toi. J'ai eu besoin des petits trucs comme ça. Mais après, quand je suis sur un rail, je vais jusqu'au bout, peu importe les embûches qu'il y a en face, tu vois. Je vais jusqu'au bout du truc, tu vois. Et même là, le farm tour, je vais pas te mentir, plusieurs fois, mon corps me disait, il faut qu'on arrête. Vraiment, tu peux pas physiquement, mentalement, tu n'y arrives plus. Et moi, j'étais là, non, je le fais jusqu'au bout. J'ai dit que je le ferai, je le ferai. Donc, je pense que non, c'est ce que je retiens de mon parcours, c'est ça. C'est quand on croit fort en une idée, faut pas la lâcher. Et beaucoup de gens vont vous dire, c'est impossible de faire ce que tu veux faire. Faut leur prouver le contraire. Très bien. Et justement pour ça, pour qu'ils aient alors en général je demande les conseils, mais là on va plutôt aller sur le déclic. Là les personnes qui nous écoutent, si tu avais quelque chose à leur dire pour qu'un déclic arrive allez, t'as 2 sujets, soit tu vas sur les 2, soit je te laisse choisir, soit sur le fait de... Et les personnes que je reçois, je les appelle les entreprenantes et les entreprenants. Pour moi, courir un marathon, c'est entreprendre. Donc soit pour vivre de leur passion, vivre de ce qu'ils ont vraiment envie de faire, soit par rapport à l'écologie. Ah bah ouais, je peux parler des deux. Par rapport à faire ce qu'on a envie de faire, je pense qu'on n'est jamais mieux à sa place que quand on fait un truc qu'on aime. Et je pense qu'on ne fait jamais quelque chose de mieux que quelque chose qu'on aime. On est d'accord. Donc, si vous aimez vraiment quelque chose, il faut se poser la question aussi, est-ce que je suis assez bon pour en vivre ? Et si je ne le suis pas assez bon pour l'instant, est-ce que je suis capable de mettre en place tous les efforts nécessaires pour un jour être assez bon pour en vivre ? Et donc ça demande des sacrifices. Moi, comme je l'ai dit, j'ai dormi dehors. Hein. Tout le monde n'est pas prêt à vivre au RSA
avec l'espoir d'un jour vivre ces blagues. Tu vois, donc tu vois, c'est des questions qu'il faut se poser. Ouais. Mais par contre, une chose est certaine, si tu aimes faire quelque chose, tu ne seras jamais meilleur. En fait, la vie est, tu vois, tout le monde me demande mais comment tu fais pour travailler autant. Moi, je travaille tout le temps, mais je travaille pas. Je fais un truc que j'aime en fait, tu vois. C'est génial, c'est super dur parce que justement, comme j'aime ce que je fais, je compte pas mes heures, mais j'ai pas la sensation de travailler. Oui, c'est du travail. Parce que je suis rémunéré grâce à ça. Ouais. Mais je kiffe quoi. Donc voilà, il faut... Voilà, par rapport à ça. Et pour ce qui est de l'écologie, moi je pense qu'il y a un truc qui est super important, c'est que là aussi, dans l'écologie, on a tendance à être trop punitif, trop se juger soi-même, trop être dur avec soi-même. Je suis sorti de ça moi, donc je peux en parler. Parce que j'ai beaucoup été là-dedans, beaucoup à me juger. Personne n'est parfait en fait. Et ça peut paraître con comme phrase, mais je sais que j'ai été comme ça et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui veulent être parfaits. Nous ne le sommes pas. Donc arrêtons d'essayer de l'être, faisons de notre mieux. Ouais. Déjà ça fait du bien. Ouais. Ça permet de vivre plus souplement. Ça veut pas dire qu'il faut tourner le dos à ses valeurs. Comme toi je prends plus l'avion, comme toi tu as vu le spectacle, il y a plein de trucs que j'ai mis en place dans ma vie. Mais tu vois, par exemple, je suis végétarien depuis 10 ans. Pendant le farm tour, j'ai mangé de la viande. J'étais chez des éleveuses, des éleveurs qui m'ont fait bouffer leurs produits. Bah, je l'ai mangé. Et ça fait pas de moi quelqu'un de mauvais. Tu vois. Ouais. Et la personne que j'étais il y a quelques années, qui voulait être un écolo parfait, il aurait refusé catégoriquement. Ouais. Ça aurait été débile de ma part, je pense, de refuser. Ouais. Donc, on n'est pas parfait et c'est pas grave. Et l'autre chose qui est importante, je pense, c'est de pas vivre son écologie tout seul. C'est-à-dire que l'écologie dans son coin, à part se rendre malheureuse et malheureux, ne sert pas à grand chose. Et elle ne fait pas avancer le problème. Donc ça veut dire qu'il faut se mettre en action. Et une action qui nous rend heureux. Moi je sais que le truc qui m'a rendu le plus heureux, une fois de plus, c'est qu'est-ce que j'ai fait la première semaine où je suis arrivé ici. J'ai fait un potager. Ça m'a rendu heureux. Et ça m'a rendu heureux pour toutes les années qui ont suivi dans ma vie, puisque aujourd'hui, je ne fais plus des vidéos pour me battre contre un truc. Ouais. Maintenant, je parle d'agriculture, je me bats pour un truc. Et ça a changé ma life. Ça change tout. Et ça aussi, c'est l'autre conseil. Arrêtez de se battre contre, mais se battre pour. Ouais. Et quand je dis pas être tout seul, c'est-à-dire se rapprocher d'associations, de collectifs, d'activistes, voilà, ça peut être en fonction de ses envies, parce que dans les phases de l'écologie, il y a plusieurs phases, et pendant la phase de colère, je pense que c'est bien de faire des manifs, je pense que c'est bien de faire de la désobéissance civile, je pense que c'est bien d'être dans la confrontation directe, mais après si c'est pas votre truc, bah c'est pas grave, vous pouvez vous rendre utile autrement à la cause, quoi. Et voilà, ça c'est les conseils que j'aurais à donner pour la partie environnementale. Il me reste 2 questions. Ah, t'es optimiste pour demain ? Je suis ni optimiste ni pessimiste. Je fais de mon mieux et j'espère que les gens en feront autant. Qu'est-ce qui t'anime au quotidien ? La vie. La beauté de la vie. Non mais c'est vrai. Non, bah, trop bien. Non mais c'est vrai. Tu vois, vraiment, j'ai kiffé ce moment-là avec toi. Merci. C'est réciproque. Tu vois, hier soir, moi... Quand je balade mes chiens dans la forêt, je suis heureux. Ce matin, je me suis promené sur la plage avec une amie, j'étais heureux. Cet après-midi, j'ai fait de la peinture avec une pote, j'étais heureux. Tu vois, en fait, il y a du bonheur dans tout. Tu vois, c'est nous, on se complifie la vie. Enfin, nous, une fois de plus, notre système de consumériste nous a compliqué la vie. Mais c'est ça. Il faut s'accrocher à la vie, elle est magnifique. Et justement, se battre pour qu'elle continue d'exister, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, je crois. Nicolas, merci beaucoup. Je t'en prie, mais t'avais dit 2 questions. Bah c'est bon là, je t'en ai fait 2. Ah ouais ? Nicolas, merci beaucoup. Et moi, j'ai dit qu'il m'en restait 2, j'ai dit. 2 questions, Nicolas, merci beaucoup. C'est quoi il y a plus de questions là, c'est bon, je t'ai dit merci. C'était quoi les 2 ? Ah bah la première c'était merde. T'es optimiste pour demain ? Ah c'était ça. Qu'est-ce qui t'anime au quotidien ? Ok. Ouais, c'est bon. La non, vie. Tu m'as fait peur. Très bien. Ok, nickel. Donc je te redis merci. Non mais merci à toi. Non attends, merci à toi. Merci pour ton temps, merci pour ton partage, très chouette. C'était un plaisir. Bon, c'est où te retrouver, mais bon, au cas où quand même. YouTube et Insta principalement. YouTube, Insta, Kiss Kiss Bang Bang.
Évidemment, évidemment. Et puis, quand ce sera ouvert, bien Et la évidemment. ferme Les Jardins de l'Océan à Josse. Venez nombreuses à partir de... On est en 2023 ? Oui, Mai 2024. mai 2024, le rendez-vous est pris. Merci. Merci à toi. À bientôt. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Le rendez-vous est pris, mai 2024, pour aller découvrir les jardins de l'océan à Josse. Et d'ici là, vous pouvez participer à la réussite du projet via KissKissBankBank. J'ai trouvé cet épisode hyper cool. Voilà, je le dis. Ça fait du bien d'aborder tous ces sujets, de voir que si on veut arriver à quelque chose, on peut le faire en travaillant, en galérant par moments, mais toujours en gardant le cap. Merci à Nicolas pour son temps, son partage et l'énergie qu'il consacre à un monde meilleur. Si cet épisode vous a plu, eh bien je vous invite à le partager autour de vous. Le Pompon se fait connaître aussi et surtout grâce à vous, alors abonnez-vous et mettez des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Pompon et d'ici là, profitez bien de la vie car elle est sublime et prenez soin de vous. À très vite.